C'est qu'on peut pas continuer à être dans un modèle où on produit toujours plus pour consommer toujours plus. C'est des maths, ça fonctionne pas. Si vous avez peur pour l'avenir, eh bien je pense que l'invité de cette semaine va vous intéresser. Salomé Saké est journaliste et autrice, et elle décrypte chaque semaine l'actualité sur le média Blast. Et moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de dire ça c'est la solution, c'est de dire voilà les choix qui existent. T'as douté un moment pendant toutes ces années? Et j'ai douté tout le temps. Qu'est-ce qui a fait que t'aies continué? Parce que je pense que j'ai vraiment ça dans la peau. Mais ce que j'ai aimé dans cette conversation avec Salomé, c'est qu'elle nous redonne de l'espoir. De l'espoir dans notre génération, dans sa capacité à se mobiliser et à faire bouger les choses. Ce que je vois, c'est que quand même, il y a une volonté de faire bouger les choses. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui prennent conscience de ce qui se passe et qui ont envie d'agir. La solution sera collective ou ne sera pas. C'est quand même pas complètement fou, je crois. C'est quand même, on peut au moins considérer cette parole-là, quoi. La méritocratie est-elle un mythe? Comment faire face à l'éco-anxiété? Quel avenir pour la politique de notre pays? Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas. C'est qu'il vaut mieux aujourd'hui hériter que mériter. T'es optimiste sur la politique dans les années à venir? Si par hasard ce podcast vous plaît, je remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent le temps de s'abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. C'est le meilleur moyen de le soutenir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Salomé Saké. Bonjour Salomé. Bonjour. Bienvenue sur InPower, je suis très contente de t'accueillir. On va parler de pas mal de choses, on va parler de la jeunesse, on va parler de méritocratie, on va parler d'inégalité. J'ai dévoré ton bouquin Sois jeune et tais-toi. On va en parler, mais avant de parler de tout ça, la question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Je m'appelle Salomé Saké, donc j'ai 28 ans, je suis journaliste pour le média en ligne Blast. À côté, je collabore avec des médias plus traditionnels comme France Info, France 5, avant Arte, LCP. Et j'écris donc un livre qui s'appelle Sois jeune et tais-toi, qui est une grande enquête sur la jeunesse aujourd'hui en France. Comment t'as choisi le sujet de ton livre? Parce que j'imagine... Ah bah tiens, la jeunesse, on l'entend. Ça sent un peu trop là dans le podcast. Non mais ouais, j'imagine que tu abordes tellement de sujets sur Blast et puis en effet même sur tes réseaux à toi, que tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet angle-là et pas, je sais pas, l'économie en France ou l'écologie, enfin tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la jeunesse? Premièrement, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur, moi personnellement, parce que je me sentais pas assez écoutée en tant que jeune, parce que j'avais eu des discussions dans des dîners de famille un peu houleuses, en mode avec un vieil oncle à dire non mais en fait c'est compliqué d'être jeune aujourd'hui et c'est pas parce que toi à 20 ans, soi-disant les jeunes travaillaient plus ou étaient mieux ou étaient plus cultivés que aujourd'hui les jeunes seraient moins bien. Et j'avais eu des discussions parfois avec une certaine incompréhension générationnelle sur mes choix de vie, sur ma vision du monde avec des personnes plus âgées. Donc c'était un truc qui me tenait un peu à cœur. Ensuite, dans les médias, j'ai quand même ressenti une forme de condescendance parfois de la part d'autres journalistes ou d'invités qui me traitaient un peu comme la petite jeune du plateau dont la parole ne vaut pas autant que celle des plus âgés. Donc c'est un truc qui quand même que j'avais un peu en moi. Et un jour, j'ai fait un thread sur Twitter où j'ai repris des données très économiques puisque je m'occupe de la rubrique économie dans mon média à Blast pour comparer ce qui était la situation de l'emploi notamment dans les années 70, 80 et aujourd'hui. À quel point les jeunes pouvaient détenir du patrimoine dans les années 70, 80 et aujourd'hui. Et ça a pas mal marché sur Twitter. Et il y a une éditrice, Laure-Hélène Nakaoui, de Payot, qui m'a contactée et qui m'a dit « Hello, c'est très intéressant, est-ce que tu voudrais écrire un livre ?» Moi, je me plaignais qu'on n'écoutait pas assez les jeunes. Donc je me suis dit « Attends, what ? Un livre incroyable, mais bien sûr, totalement. » Et je n'avais clairement pas mesuré ce que ça voulait dire d'écrire un livre à cette époque. Donc j'ai dit tout de suite oui. J'ai signé quand même pas très longtemps après. Et après, je me suis lancée dans l'enquête. Et au début, l'idée que j'avais, c'était plus une réponse aux plus âgés. Et en fait, rapidement, c'est devenu une enquête d'envergure quand même sur la jeunesse, sur ce que ça voulait dire que d'être jeune aujourd'hui, avec plein de thématiques qui allaient bien au-delà de l'économie, comme l'écologie, comme la dépression, comme le numérique, enfin tout ce qui pouvait traverser un petit peu les jeunes aujourd'hui. Mais ça s'est construit au fur et à mesure, et entre le moment où elle m'a contactée et le moment où le livre est sorti, il y a quand même eu 2 ans. Donc c'était pas, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a été cette thématique, je pense aussi, parce qu'il n'y avait pas de livre équivalent. Moi, il y a plein de thématiques qui m'intéressent. Il y a déjà des gens qui ont écrit des livres là-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'invite les gens qui ont écrit les livres sur les thématiques qui m'intéressent et je les incorpore dans mon travail. Mais là, ce livre tel que moi je l'imaginais, j'avais pas d'équivalent. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, ça a une utilité, parce que je voulais pas écrire un livre pour écrire juste un livre. Je me pose plusieurs questions par rapport à ça, mais déjà j'ai envie de rebondir sur ce que tu nous dis, que en fait, parfois il y avait un conflit dans ton entourage par rapport à tes choix de vie. Tu penses à quoi en particulier ? Le fait d'être journaliste. D'accord. Parce qu'au début, j'osais même pas être journaliste,
Parce que dans ma famille, on m'a pas dit, j'ai personne qui est dans ce milieu-là, je viens d'un tout petit village en Ardèche, donc c'est pas un milieu journalistique particulièrement, voilà. C'est même pas un milieu où moi on m'a particulièrement poussé à faire des études ou à aller en ville. Je l'ai fait déjà, c'était un choix quand même, voilà, des études supérieures. Je suis la seule de ma fratrie qui a fait ça. C'était déjà particulier, donc il s'agissait de faire des études pour ensuite trouver un métier où on gagne de l'argent. Et le journalisme, ça s'imposait pas comme ça. Et d'ailleurs, je me suis pas lancée tout de suite dans le journalisme parce que ça me paraissait inaccessible. Donc j'ai fait des sciences politiques et du droit. Je suis allée au bout des études et c'est vraiment en ayant mon master de droit où j'ai fait bon, en fait, je veux pas du tout faire ça. Et j'ai fait du journalisme en hobby un peu à côté tout au long de mes études et je me suis lancée là-dedans. Et donc j'ai aussi obtenu un master 2 de journalisme. Et il y avait cette idée que j'étais quand même, j'avais quand même des qualifications. J'avais quand même fait beaucoup de stages. J'avais beaucoup travaillé déjà pendant mes études. Et ensuite, quand je me suis lancée, je travaillais tout le temps. J'étais à ce qu'on appelle à la pige. Et moi, je voulais absolument réussir là-dedans. Et j'étais prise à la télévision. Donc dans la vision qu'une partie de ma famille pouvait en avoir, c'était... la télévision, t'es bien payé, t'as un bon poste. Et en fait, pas du tout. La réalité, c'est que j'étais payée à la journée pour faire des tâches quand même très ingrates. C'était pas forcément épanouissant. Et surtout, il y avait beaucoup de changements de dernière minute. C'est-à-dire, on t'appelle et on te dit « Ok, faut que tu sois là en rédaction dans 4 heures. » Et en fait, t'acceptes tout au début. Parce que tu sais qu'il faut... Il y a une vraie dépendance, en fait. Bien sûr. Déjà, t'as peur de pas avoir assez de piges pour finir le mois. Et ensuite, t'as peur d'énerver ton employeur. Donc, t'acceptes tout. Et donc, le nombre de soirées que j'ai loupées, d'événements familiaux, de tout ce qui touche à la vie sociale, aux loisirs, j'ai complètement arrêté. Je faisais beaucoup de théâtre, j'ai complètement arrêté le théâtre. Je me suis dédiée corps et âme à ce métier, en gagnant très peu. Et là, il y avait vraiment une incompréhension de la part de personnes plus âgées de mon entourage qui me disaient « Mais attends, qu'est-ce que tu fous ?» Je veux dire, comment tu peux avoir fait autant d'études et travailler autant et faire autant de stages et gagner si peu et avoir une telle instabilité et être aussi dépendante de ton employeur. Et souvent, on allait rejeter la faute sur moi, comme si moi, je faisais mal les choses, ou j'avais mal choisi ma carrière. Et en fait, ce qu'ils comprenaient pas, c'est que le contexte socio-économique dans lequel eux avaient évolué a changé. Et qu'aujourd'hui, ce que je suis en train de te raconter, c'est la norme dans le journalisme. Quand on débute, c'est extrêmement rare qu'on vous dise « Allez, tu es rédacteur et tu as un CDI ». C'est quasiment impossible. C'était vraiment une difficulté de dialogue. Et en plus, ça a perduré avec les années. C'est-à-dire que j'ai pas fait 6 mois de pige et après un emploi. C'est que j'ai mis des années et des années et des années bien 4-5 ans, avant de tenir mon premier CDI. Et avec, encore une fois, ces horaires. Moi, je travaillais de nuit. Je faisais un coup le jour, un coup la nuit, un coup l'après-midi, tout en travaillant pour plusieurs médias en même temps, toute une partie bénévole. Ils se disaient mais qu'est-ce qu'elle fout. Et en fait, moi quand je parlais aux autres jeunes journalistes, c'était normal pour nous vu que tout le monde faisait ça. Et quand je parlais aux personnes extérieures, parfois ils me citaient même des noms de grands journalistes d'il y a 40 ans et je disais mais ça fonctionnait pas comme ça en fait à l'époque. Et ça c'est mon cas individuel. Et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de jeunes qui parfois avaient du mal à faire comprendre leur choix de carrière. Et aussi dans mon cas, c'était l'idée de faire un métier utile. L'idée de faire un métier qui avait du sens et de pas rester dans d'autres professions qui auraient pu être plus rémunératrices, peut-être plus stables, mais qui pour moi n'avaient pas de sens et ne m'animaient pas. Et ça pareil, c'était un facteur d'inquiétude dans ma famille, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Tu vas continuer comme ça longtemps, à la pige, à être super mal payé, ça n'a pas de sens. Et là, je pense aussi qu'il y a une fracture générationnelle parfois de ce côté. T'as douté un moment pendant toutes ces années où t'étais dans le labeur J'ai douté tout le temps. Qu'est-ce qui a fait que t'aies continué ? Parce que je pense que j'ai vraiment ça dans la peau. Okay. Et c'est vraiment c'est une passion qui me traverse et parfois me prend un peu trop d'énergie d'ailleurs. J'ai du mal même à mettre de l'énergie dans autre chose parce que c'est vraiment j'adore ça depuis petite, même l'enfance, j'avais déjà une fascination pour les journalistes. C'est le métier qui m'a toujours fait rêver et je ne me vois pas faire autre chose en fait aujourd'hui. Et j'espérais pendant toutes ces années que ça marche, que je puisse enfin faire ce que je voulais. Mais je passais quand même des entretiens d'embauche à côté pour des métiers qui n'avaient rien à voir. Au cas où, quoi. Au cas où. Parce que c'était quand même... En fait, c'est stressant. Ce statut de la pige, il est stressant. Alors parfois, il n'est pas subi par les journalistes, il est parfois choisi. Mais surtout quand on débute, c'est stressant parce qu'on n'a pas non plus 12 000 employeurs. Et on veut réussir, mais en même temps, parfois, on aimerait bien avoir des vacances et être déconnecté. Parce que ça, c'est ça qui était parfois impossible. Et donc aujourd'hui, je regrette pas, mais sur le coup, ça m'est arrivé vraiment de nombreuses fois de me dire non mais j'arrête.
c'est pas possible, quoi. C'est trop dur. Puis surtout, je vais pas y arriver. Parce que tout ça se passe avec un certain manque de reconnaissance pendant plusieurs années. Il y a beaucoup de compétitions. Il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est quand même assez laborieux. Et puis, il y a personne pour vous dire, attention, t'en fais beaucoup. Il y aura jamais personne, enfin, en tout cas, ça n'a pas été mon cas, pour me dire, attention, là, tu multiplies les piges. Tu te donnes trop, quoi. T'es dans plusieurs médias, tu travailles jour et nuit, tu n'as plus de loisirs, tu as très peu de vie sociale. Au contraire, c'est encouragé. Et au valorisé. contraire, c'est valorisé. Tu travailles comme une dingue. Il faut le montrer, il faut le faire savoir, et ça veut dire qu'elle en veut vraiment, et donc ça mérite de la reconnaissance. Donc le système est un peu vicié en soi aussi, et donc oui, j'ai douté, mais j'ai quand même persévéré, parce qu'à chaque fois que je voulais arrêter, je passais des entretiens d'embauche à côté, parfois j'étais prise, je me disais, mais non, mais... J'ai pas envie d'y aller. Mais non, mais j'ai envie de continuer à être journaliste, et ne serait-ce que parce que pendant... 1 année et demie, j'étais assistante de rédaction. Donc littéralement, je faisais des photocopies, j'écrivais les petits bandeaux qui passent à la télévision sous les news, là. et je courais dans la rédaction à un poste qui est vraiment ingrat. Et juste le fait d'être au contact de journalistes, j'étais émerveillée. Juste d'être dans la rédaction et de voir ce qui se passait et d'avoir accès au backstage, les reportages, rien que ça, j'étais trop heureuse, quoi. Est-ce que... tu as certains regrets sur ce que tu as sacrifié durant toutes ces années ? Est-ce que j'ai des regrets ? Oui. J'ai des regrets, surtout en termes de santé. Parce que j'ai vraiment, évidemment, arrêté le sport. Parfois, j'oubliais de manger. J'ai arrêté de dormir. Ça m'a vraiment attaqué l'horloge biologique, le fait de travailler de nuit pendant plusieurs années. Et de travailler de nuit, puis en matinale, puis en soirée. Enfin, il y avait vraiment il y avait pas de régularité. Et je me disais, non, mais ça va, je suis jeune, quoi. J'avance, ça va le faire. Aujourd'hui, ça a eu des vraies répercussions physiques que je continue à sentir. Et donc aujourd'hui, je fais plus attention. Mais j'aurais aimé qu'on me dise, attention, la santé, ça se rattrape pas, quoi. Ça me va pas complètement. Mais est-ce que tu penses que même si on te l'avait dit, tu l'aurais écouté ? Parce que je trouve qu'il y a un côté où tant qu'on ne vit pas les choses, on ne s'en rend pas compte. Tu sais, c'est comme quand on dit à ceux qui travaillent beaucoup, fais gaffe, un moment, tu vas faire un burn-out. Bah en fait, quand toi, tu le sens pas arriver et que t'es passionné et que tu kiffes, tu te dis un peu, non, mais pas moi, tu vois. Et là, boum. Complètement, bien sûr. Mes proches me l'ont dit. Mes proches me l'ont tous dit. Tout le monde m'a dit, attention, tu travailles trop. Tu prends plus soin de toi, mais à un point qui dépasse l'entendement. Et puis c'était toutes les vacances, scotché à l'ordinateur, en train de finir des articles, en train d'avoir des idées de reportage. J'étais jamais déconnectée. Donc mes proches me l'ont dit, mais on me l'a pas, ou très peu en tout cas, dit dans mon entourage professionnel. Peut-être que si, quand j'avais 21-22 ans, j'avais eu des supérieurs qui m'avaient dit, attention, tu travailles trop, peut-être que je l'aurais plus écouté. Et peut-être que si on m'avait dit attention, d'expérience, c'est chaud, fais attention, peut-être que je l'aurais plus écouté. Mais j'ai pas eu ça. Au contraire, ces comportements ont été encouragés. Donc c'est pas... C'est peut-être... Voilà, je pense que ça vaut pas le coup de sacrifier tout à ce point. Après, je suis très très heureuse d'être arrivée à pouvoir écrire un livre, à pouvoir faire les reportages qui me plaisent et à pouvoir travailler pour les médias que j'aime le plus. Donc je vais pas dire que je regrette tout. Oui, si je n'étais pas obligée d'écrire un livre à 27 ans. Je pouvais attendre un petit peu. J'étais pas obligée, je pense, d'aller aussi vite et de me dire que, tu vois, tu veux toujours faire plus. Ouais. Après, les choses sont faites, j'apprends de mes erreurs. Saisi les opportunités, c'est tellement le discours qu'on entend aujourd'hui aussi, c'est savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut réussir sans donner dans cette course à la productivité? Alors je pense qu'on peut réussir, tout dépend de notre conception de la réussite. Je pense qu'aujourd'hui on axe la réussite beaucoup trop sur la réussite professionnelle et qu'aujourd'hui être reconnu et valorisé socialement passe par la réussite, ce qu'on appelle la réussite professionnelle. Ça, je trouve que ça se discute quand même beaucoup et c'est pour ça que quand je suis dans un podcast comme ça ou quand on va m'interroger sur mon parcours, je fais attention à pas avoir ce discours de quand on veut on peut. Moi, j'ai tout donné, regardé, et j'y suis arrivée parce que je pense que ce discours fait beaucoup de mal. Il fait beaucoup de mal parce qu'il y en a plein qui réussissent, encore une fois, avec des gros guillemets, parce qu'on pourrait tout à fait discuter de ce qu'est la réussite, mais qui vont avoir ce succès professionnel et qui semblent occulter que les sacrifices en valaient peut-être pas la peine et qu'en fait, on devrait peut-être arrêter de qualifier de réussite une réussite professionnelle sans derrière la réussite personnelle. Donc déjà, ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup, qui travaillent beaucoup et qui n'y arrivent pas. Parce qu'il n'y a pas que le travail. Il y a aussi un facteur chance. Il y a aussi le milieu dont on est issu. Il y a aussi ce qu'on a matériellement à notre disposition. Il y a aussi notre solidité physique et mentale. On n'est pas égaux là-dessus. Et donc, je pense qu'il faut faire attention avec ces discours de non, mais allez-y à fond, donnez tout et ça va fonctionner. C'est pas parce que ça va fonctionner pour vous que ça va fonctionner pour tout le monde. Et c'est pas parce que ceux qui donnent tout n'y arrivent pas, qui sont en échec ou qui sont moins bons
ou que, enfin, c'est aussi, je pense, un discours qu'il faut vraiment nuancer. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, de suivre cet appel à la productivité permanent permet d'aller peut-être plus haut. Et je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut revoir ce système dans lequel on est économiquement, qui pousse quand même beaucoup de personnes au burn-out, beaucoup de personnes aussi qui produit énormément de souffrance au travail, beaucoup de détresse psychologique. On va en parler chez les jeunes de la dépression, ça va très très loin. Ces injonctions permanentes, je pense que ça fait du mal à tout le monde, y compris ceux qui soi-disant réussissent ou qui sont au sommet, qui sûrement sacrifient aussi une énorme partie de leur vie personnelle, de leurs loisirs, de leur santé, et que je crois pas que c'est un modèle de société qui est souhaitable. Et on devrait vraiment leur penser. Je dis pas qu'il faut pas travailler et qu'il faut s'en foutre, c'est vraiment pas du tout le discours que je veux avoir, mais de quand même bien voir ses priorités. Et je pense que de ce côté-là, les employeurs aussi ont des responsabilités. C'est-à-dire de ne pas pousser des employés qui travaillent à fond et qui n'ont plus de vie personnelle à leur dire « ouais, vas-y, super, continue ». Et aussi se dire que collectivement, on repense ce modèle de la productivité, on va peut-être en parler un peu plus, mais ce modèle du toujours plus pour avoir toujours plus, être toujours plus reconnu comme un synonyme de bonheur, parce que c'est ça qu'on cherche à la fin. On se dit qu'on va être plus épanoui, plus heureux, et que ça mérite à minima d'être questionné. Comment ta vision de la réussite a changé entre la vision de la réussite qu'avait Salomé à 20 ans et aujourd'hui à 28 ? Alors moi, j'avais pas de vision de la réussite, c'est-à-dire que en tout cas, pas que je m'en souvienne, je me suis pas dit... Tu penses à 20 ans, si je t'avais demandé, c'est quoi pour toi réussir ta vie ? Faire le métier que j'aime. Oui, clairement, c'était quand même lié à la profession. Ouais. Mais pour moi, la réussite, c'était de faire des reportages ou un contenu journalistique qui changeait les choses. Et j'étais complètement obsédée par l'impact de mon contenu. Pour moi, la réussite, c'est d'avoir vraiment un contenu qui va changer la donne, qui va avoir des conséquences, qui va améliorer la société, parce que c'était ça, évidemment, mon but final. Et aujourd'hui, alors je considère toujours que c'est de la réussite, mais en tout cas, si on parle de ma réussite personnelle, je dirais que ce n'est plus que ça. Et je suis en train de donner des petites leçons de vie à ce micro. Évidemment, je n'arrive pas du tout à bien l'appliquer personnellement aujourd'hui, mais je suis en train de quand même le revoir et me dire qu'à minima, ça implique la santé, la famille, les proches, les loisirs et un épanouissement beaucoup plus large que l'épanouissement professionnel, qui est pour l'instant un des piliers, enfin c'est le pilier de ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire que ça reste cet engagement professionnel, et j'espère que ça va changer avec les années, et j'essaie de me calmer un petit peu là-dessus et de me forcer à plus travailler jusqu'à 4h du matin, parce que vraiment pendant des années, même seule chez moi, je me disais faut écrire un truc, et je me relevais enregistrer des trucs à 4h du matin en faisant une voix off sombre de reportage en me disant non mais je vais oublier demain. Enfin, là j'essaie de plus faire ce genre de choses. Mais c'est ça qui est dur, je trouve, en fait, c'est que j'ai pas l'impression qu'on puisse tellement choisir notre définition de la réussite. Tu vois, moi aussi, l'épanouissement professionnel est extrêmement important à mes yeux. Et en fait, je sais pas si demain, je me disais « Oh, mais il faut quand même peut-être que je sorte plus avec mes amis et ma famille. » Je sais pas si, en fait, j'y prendrais vraiment du plaisir parce que en fait, c'est pas moi. Tu vois, c'est pas en tout cas la personne que la société a construit avec moi. Et je pense qu'il faut vraiment passer par soit, je sais pas, un gros échec ou une grosse déconvenue pour se rendre compte finalement du poids et de l'importance justement de la famille, de nos proches et des choses qui dépendent pas que de la réussite professionnelle. Mais tant que tu fais pas face à ça, en fait, je trouve que, tu vois, j'entends totalement ce que tu dis, mais je sais pas si j'arriverai à l'appliquer. Mais moi, c'est peut-être qu'il s'est passé ça. J'ai eu des déconvenues personnelles qui m'ont permis de réaliser que quand même, j'avais pas du tout investi là-dedans et que j'en étais triste. Ouais. Mais effectivement, je me souviens notamment avoir été face à un médecin suite à des problèmes de santé qui me disait non mais là, il faut que vous preniez du temps pour vous, il faut que vous vous arrêtiez. Et j'étais là, mais non, vous comprenez pas, c'est ce qui me rend heureuse en fait, c'est ça qui me rend en bonne santé. Je ne peux pas arrêter de travailler, vous pouvez pas me dire ça. J'étais d'ailleurs, peut-être pendant des années, on m'a prescrit des arrêts de travail régulièrement. Mais alors, je les prenais pas. On te dit divers problèmes de santé, vraiment du problème de rein, qui se sont parfois déclarés, mais auxquels j'ai pas fait attention parce que je me disais, j'ai eu un Covid notamment assez vénère, assez costaud, et je suis retournée direct travailler alors que j'avais vraiment encore des symptômes et j'avais encore des conséquences de ce Covid. Je me disais non mais c'est bon, de toute façon j'ai trop envie de retourner travailler, et là par exemple typiquement à un moment où j'aurais dû m'écouter et me dire non, t'as eu un Covid assez grave, peut-être que c'est
pas le moment de reprendre dans 2 médias différents et de reprendre comme avant, comme si de rien n'était. Donc j'ai eu diverses problématiques, mais c'est comme ça, encore une fois, quand on travaille, quand on ne mange pas bien, quand on ne dort pas, et quand on travaille tout le temps, il ne peut pas se passer autre chose que des soucis qui vont surgir. Et donc il y a eu ça, et il y a eu évidemment la vie personnelle qui est moins alimentée. Ouais. Encore une fois, c'est des anniversaires. Moi, il y a eu un moment où on m'invitait plus aux anniversaires, parce que j'avais tellement loupé d'anniversaires, où je disais oui, je viens, et puis en fait, on m'appelait à la dernière minute, et je disais non, désolé. C'est qu'on en finit par vraiment perdre des liens sociaux qui sont précieux. Et aujourd'hui, je fais attention à réalimenter ça parce que je me rends compte que ça me rend aussi heureuse. Ouais. Mais effectivement, si on m'avait juste dit non, mais il faut faire ça, ça m'aurait pas plu. Et encore aujourd'hui, c'est pas fluide. J'ai pas bien compartimenté et tout. Je fais pas du yoga toutes les semaines. J'aimerais, mais c'est pas encore ça. Je pense qu'il faut pas remplacer une injonction par une autre, mais en tout cas, aller vers plus d'équilibre, c'est sûr. Et c'est un sujet, en tout cas, le sujet là de la méritocratie et du fait qu'on peut tous ou non réussir, c'est un sujet que tu abordes beaucoup dans le livre, que j'ai trouvé très intéressant. Et en fait, c'est marrant parce que dès le début, tu dis qu'en fait, cette méritocratie aujourd'hui, elle est faillible, enfin, qu'il y a une faille dans le système. Mais moi, déjà, la première question que je me suis demandé, c'est est-ce qu'elle a déjà vraiment existé ? Je pense pas. Non, évidemment. Ouais. Cette méritocratie telle qu'on l'a imaginée, où en fait, la méritocratie, c'est qu'on partirait aussi non seulement tous égaux, mais égaux en capacité. C'est parce que l'idée, c'est de donner les mêmes chances à tout le monde. Mais si on a un dysfonctionnement quelconque, on n'est pas égaux par rapport aux autres déjà à la base. Donc évidemment que cette méritocratie n'a jamais complètement existé. Surtout en France, on n'a pas eu de système économique et éducatif qui a permis une méritocratie parfaite. En revanche, on a quand même grandement gommé les inégalités, notamment au siècle dernier, avec l'émergence de l'école, avec le fait qu'on ait mis en place certaines bourses. Par exemple, les bourses étudiantes, c'est fait pour gommer les inégalités. C'est-à-dire que pour que les élèves qui n'ont pas les moyens de faire des études puissent avoir plus de chances de faire des études. Puisque de toute façon, les bourses ne permettent pas de vivre complètement, mais ça permet à des gens qui peut-être n'auraient même pas pu imaginer faire des études de pouvoir y penser. Là, c'est un tout petit exemple. C'est un outil, mais l'école en soi, l'école républicaine, a des visées méritocratiques et est censée être accessible à toutes et à tous. Et donc l'idée, encore une fois, c'est de gommer les inégalités de départ en patrimoine, les inégalités, Bourdieu, les inégalités culturelles, sociales et économiques, bien évidemment. Et donc, elle n'a jamais vraiment existé. Mais ce que je montre dans le livre, c'est cet idéal de gommer les inégalités est en train de se détériorer au fil des années. Et donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il vaut mieux aujourd'hui hériter que mériter. Et c'est tout le problème. Alors on pourrait discuter philosophiquement de ce qu'elle mérite, ça serait une très très longue discussion, et en plus je suis pas philosophe, mais on peut quand même constater qu'aujourd'hui, si on vient d'une famille aisée, si on vient d'une zone urbaine, si on vient d'une famille qui nous a donné un certain capital culturel, un certain capital social, on a beaucoup plus de chances d'avoir déjà accès à l'enseignement supérieur, et on a beaucoup plus de chances d'avoir accès à des postes rémunérateurs et peut-être moins contraignant physiquement. Et c'est ça que je souhaite montrer. Donc ça, on le voit dans les chiffres, notamment de l'accès, ne serait-ce qu'au lycée technologique, où on a déjà beaucoup plus d'enfants de cadres et de professions libérales que d'enfants d'ouvriers ou d'agriculteurs. C'est de plus en plus frappant, j'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont tous dans le livre, et c'est des statistiques officielles. C'est de plus en plus frappant quand on voit l'accès aux études supérieures, et surtout ceux qui vont arriver jusqu'au master, où là, on a vraiment une surreprésentation des enfants issus des classes les plus favorisées, et une sous-représentation des enfants des adultes qui sont issus de familles les plus défavorisées. Et ça pose question. C'est pas juste du talent, là, c'est pas juste une question de mérite. C'est comment c'est possible qu'on ait cette reproduction sociale qui soit aussi puissante. Et ensuite, ça va au-delà des études, puisqu'on voit que même dans le patrimoine qu'on va détenir, dans les années 70, 35% du patrimoine qu'on détenait, donc ce qu'on possède dans la vie, dans une vie, 35% était hérité. Vous l'aviez eu de vos parents ou de votre famille. Aujourd'hui, c'est 60%. Donc en fait, vous voudriez même travailler autant que vous le voulez, et autant que vous le pouvez, et vous donner à fond, vous pouvez pas compenser ce avec quoi les héritiers arrivent dans la vie, qui eux, par contre, ils ont rien fait pour ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle la concentration du patrimoine, et ça s'accentue au fur et à mesure des années. Les économistes l'ont extrêmement bien documenté, notamment dans un rapport du Conseil d'analyse économique qui met en garde contre le retour d'une société d'héritiers. C'est en fait, on revient aux fondamentaux. C'est l'idée qu'on réussit dans la vie grâce à ce dont on a hérité et pas grâce à ce qu'on a mérité, et c'est un gros problème. Ouais. Quelle serait la solution face à ça ? Alors,
Moi, je propose pas de solution parce que je suis pas économiste et c'est pas mon métier, mais il y a beaucoup d'économistes qui planchent sur ces questions, justement, et qui réfléchissent à comment on pourrait gommer ces inégalités. La première des solutions, bien évidemment, c'est d'investir dans le système éducatif, de produire un système éducatif qui permette de donner les mêmes chances à tous, c'est-à-dire un enseignement de qualité, dans de bonnes conditions, avec des professeurs bien rémunérés, dans des locaux qui fonctionnent. Aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout le cas, de donner des dotations importantes aux territoires qui sont les plus défavorisés, parce que c'est encore une fois aujourd'hui, la vie n'est pas la même selon que vous venez d'un lycée défavorisé de banlieue où il y a de nombreuses disparités économiques ou que vous veniez d'un lycée dans le 16e arrondissement de Paris. C'est vraiment pas le même enseignement, c'est pas les mêmes conditions en tout cas d'enseignement et conditions de travail. Donc déjà, investir évidemment dans l'enseignement de manière générale, enfin dans l'éducatif. Et ensuite, sur la question de l'héritage, je parlais de la concentration de patrimoine. Il y a des économistes, alors ils sont pas tous d'accord là-dessus, mais globalement ils sont d'accord sur le fait qu'il y a une concentration du patrimoine. Mais sur les solutions, il y a quelqu'un comme Thomas Piketty qui par exemple propose de plus taxer l'héritage. Parce qu'en fait, c'est une grande idée reçue qu'on peut avoir, c'est que l'héritage serait beaucoup taxé en France. En réalité, c'est pas du tout le cas. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'avais fait une vidéo entière à Blast justement pour l'expliquer, où on pourrait beaucoup plus taxer l'héritage pour le redistribuer. Parce qu'aujourd'hui, il faut rappeler que la moitié des Français n'hériteront de presque rien dans leur vie. Donc, il y en a qui partent avec des gros patrimoine économique, et il y en a qui partent avec quasiment rien, et ceux-là, non seulement ils partent avec presque rien, mais en plus ils ont beaucoup plus de difficultés que les autres à le rattraper, c'est-à-dire que même en travaillant, ils ont plus de difficultés à accéder à l'enseignement supérieur, aux professions rémunératrices, donc en fait c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est un cercle vicieux qui fait que les inégalités se reproduisent, et qu'aujourd'hui il faut environ, selon les chiffres de l'OCDE, 6 générations pour sortir de la pauvreté. Donc ces inégalités, encore une fois, c'est pas qu'une question de volonté. Bien sûr qu'il y a de la volonté dans l'histoire, mais c'est pas du tout que ça. Et souvent, dans la manière, puisque c'est un livre sur la jeunesse, dans la manière dont on va s'adresser aux jeunes, on va leur dire mais quand vous voulez, vous pouvez, le système vous donne les clés, à vous de les saisir. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Et on constate que quand même, globalement, encore une fois, cette reproduction est réelle, elle est documentée, et on devrait essayer de l'enrayer par des mécanismes économiques et des mécanismes éducatifs. Et quand tu disais que la France n'est pas un pays qui permet cette méritocratie, moi c'est vrai que je me dis en fait c'est sûrement aussi à cause du néolibéralisme, et pourtant les États-Unis qui est un pays beaucoup plus libéral a tort ou a raison ce mythe de l'American Dream qui a tellement généré, tu vois, d'immigration vers les États-Unis, oui. Parce que c'est vrai que le système permettrait plus facilement d'arriver en haut de l'échelle sociale et économique. Mais ça, pour moi, c'est un mythe. Alors, je ne veux pas m'exprimer en détail sur le cas des États-Unis, parce que je ne suis pas spécialiste de ce pays-là. Mais clairement, moi, les États-Unis, c'est pas un pays où j'aimerais vivre. C'est un pays où il y a des gens qui meurent devant les hôpitaux. C'est un pays où il y a des reproductions sociales qui sont quand même très très fortes, et où, pour arriver en haut de l'échelle sociale, mettons, il suffit de voir le prix des études, qui est bien plus onéreux que les études françaises, qui pour le coup restent quand même accessibles. Je pense que c'est une société qui est encore moins méritocratique que la société française, mais tu l'as très bien souligné, la puissance de l'imaginaire. La puissance de cette idée, c'est tout le génie de l'idéologie néolibérale, c'est de faire croire aux gens que quand on veut, on peut, et qu'il ne suffit que de le vouloir pour y arriver, alors que tous les chiffres nous disent le contraire. Et que dans tous les chiffres, on voit bien que les inégalités se reproduisent, et qu'en fait, en termes de probabilité de réussir, c'est extrêmement pauvre. Quand vous venez d'une famille qui n'a pas les moyens, dans une famille, encore une fois, c'est pas qu'une question d'économie, c'est aussi une question de territoire, c'est une question de capital culturel, de capital social, de la personne qui va vous donner le réseau pour faire un stage, pour rentrer dans une entreprise. C'est le fait qu'on hérite parfois d'entreprises aussi. Ça, en France, on peut hériter d'entreprises. C'est quand même pas la même chose de fonder son entreprise tout seul, sans moyens, et d'hériter de l'entreprise comme, je sais pas moi, les enfants de Bernard Arnault, pour prendre le cas le plus extrême. Donc c'est marrant cette comparaison avec les États-Unis, parce qu'on nous l'a fait beaucoup, et on nous dit beaucoup quand on va parler des inégalités en France, c'est quelque chose qu'on m'a souvent opposé, de dire mais regarde, dans tel pays c'est bien pire. Ou regarde en Inde, mais même aux États-Unis, effectivement, c'est encore plus difficile pour les étudiants, parce qu'effectivement, quand on voit les prêts qu'ils doivent rembourser, on n'a pas ça en France, et c'est une très bonne chose, et je m'en réjouis. Et ça, c'est vraiment un mécanisme de pensée qu'on retrouve dans énormément de thématiques sur le féminisme. On va dire, attention, il y a du sexisme en France, oui, mais les Afghanes, c'est vraiment un truc systématique, qui pour moi est une espèce de hiérarchie très fallacieux. Du pire, en fait. Non, mais c'est très fallacieux, parce que c'est pas parce que ça se passe mal dans d'autres pays qu'il faut qu'il faut prendre ça comme point de référence ou point de comparaison. Moi, j'aurais plus envie de prendre des pays peut-être plus égalitaires, alors, et quoique ça se discute, mais des pays peut-être scandinaves, ou des pays qui ont lutté
alors encore une fois ça se discute, mais en tout cas qui me semblent être plus des modèles de référence que les États-Unis ou l'Inde, et dire bon, et comment on peut faire pour atteindre ça. Je dis vraiment cet exemple-là au pif, mais il faut arrêter de niveler par le bas. Et souvent c'est comme vraiment une justification au modèle, enfin la destruction du modèle social français, où on va dire attendez, vous vous plaignez, mais quand même regardez là-bas. Oui, mais nous on se compare à nos acquis d'avant. Nous, on se compare à peut-être le modèle je sais pas, de bourse étudiante, au modèle de redistribution sociale qu'on a pu avoir il y a 20 ans. Et c'est ça nos points de référence, c'est pas les États-Unis. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ces inégalités pour pouvoir les gommer et arrêter de penser que comme il y a des pays qui font pire que nous, on peut continuer à tout détruire, à détruire ces acquis sociaux et à détruire les mécanismes qui permettaient d'éviter qu'il y ait trop de reproduction sociale. C'est sûr, mais alors moi il y a une question que je me pose, et là je me la suis posée récemment lors de la remise de la Palme d'Or au Festival de Cannes. En fait c'est, bon, je suis progressiste, c'est un secret pour personne, mais en fait je me demande, y a-t-il une limite au progressisme? Parce que donc on a remis la Palme d'Or à Justine Triet, qui en a profité pour faire un discours assez poignant sur les inégalités, sur la réforme des retraites, mais aussi sur la menace de l'exception culturelle française. Et vraiment, quand tu l'écoutais, on avait l'impression qu'en fait, la culture se mourait en France. Bon, moi, tu vois, j'ai pas remis en question sa parole. Je me suis dit, bah, si elle en parle, elle est réalisatrice, elle est bien plus au courant que moi de ce qui se passe dans la culture en France. Et en fait, sur le chemin du retour dans le train hier, la personne avec qui j'étais me montre un post LinkedIn, en fait, d'un mec qui dit, donc, on a Justine Triet qui monte sur la scène la plus regardée dans le cinéma international, qui crache à la gueule de la culture française et qui, bon, met en garde potentiellement sur la chute potentielle de l'exception culturelle. Et il met, et voici ce que Justine Triet a touché pour réaliser son film. Et t'as genre 900 000 euros de France Télévisions fonds publics, 300 000 euros d'Hôtel Région fonds publics, tant d'un autre fonds public et 1 million de Bolloré. Et en fait, tu vois, c'est là où je me dis, putain, en fait, on peut pas juste tout le temps dire on a besoin de plus, on a besoin de plus, on a besoin de plus. Genre en vrai, en France, on fait déjà tellement pour la culture. Alors oui, c'est bien de toujours le remettre en question, mais en fait, moi, c'est la limite que je vois parfois au discours progressiste, c'est de se dire, bah oui, bah bien sûr qu'on aimerait donner 3 milliards à tout le monde et à chaque ministère, mais en attendant, on fait déjà beaucoup. Est-ce que il faut vraiment qu'on fasse plus, tu vois? Alors, je suis pas experte des questions économiques culturelles, donc je ne pourrais pas m'exprimer dessus avec précision. En revanche, ce que je sais quand même, et que j'ai déjà remarqué à plusieurs reprises, c'est qu'on baisse les budgets. On baisse les budgets de la culture, et encore une fois, le référent, c'est pas ce que ça pourrait être, c'est-à-dire pire, mais plutôt ce que ça a été et ce que ça pourrait être mieux. Et aujourd'hui, je pense à un cas, le cas de la politique de Laurent Wauquiez en région lyonnaise, où clairement il y a une offensive contre le monde culturel qui permet de plus d'inégalités. Et ce qu'elle disait dans son discours, de ce que j'ai pu entendre en tout cas, c'était justement une défense de ce modèle qui avait pu lui permettre de faire ce film, qui avait pu lui permettre d'arriver là. Et à titre personnel, je trouve ça plutôt courageux quand tu fais partie des privilégiés, d'oser défendre ceux qui n'ont pas. Ah oui, parce que ce à quoi elle fait référence, c'est aussi ceux qui font des petits films, c'est aussi justement à dénoncer la logique de la rentabilité. Aujourd'hui, si la scène française, en termes de cinéma, est aussi puissante et reconnue dans le monde, c'est aussi parce qu'on a permis de le subventionner et de faire ces films qui n'auront pas été rentables. Ces films qui n'auront pas marché, mais qui auront permis à des artistes de s'exprimer, d'exprimer leur créativité sans une logique derrière financière. Et en tout cas, c'est ma vision de l'art. Je pense que l'art ne peut pas toujours être rentable et ne doit pas être rentable dans certains cas, et que c'est ça qui permet la fameuse exception culturelle française. Et donc, il faudra aller vérifier les chiffres, mais je suis vraiment quasiment certaine qu'on a baissé les subventions ces dernières années. Oui, mais en fait, c'est d'un côté, il y avait tellement besoin, par exemple, de donner à l'hôpital ou à l'éducation que, en fait, moi, je me dis, oui, c'est toujours plus facile d'être dans la contestation et de dire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais dans les faits, quand tu dois donner plus quelque part, faut donner moins ailleurs, tu vois. Alors après, si on regarde, et pour le coup, ça, c'était les vidéos que j'ai faites sur Blast récemment, sur comment on distribue des budgets aujourd'hui d'État, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont massivement donnés pour les entreprises, pas pour l'hôpital, pas pour l'éducation. Et il y a un excellent livre d'une économiste qui s'appelle Anne-Laure Delatte, qui s'appelle Rebâtir l'action publique, l'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique, et qui explique comment justement des budgets absolument colossaux, on parle de milliards, ont été dépensés, alors elle parle du dernier quinquennat et pas que, par les pouvoirs publics, et ont été mal dépensés. Et elle explique comment, par exemple, pendant la crise du Covid,
on n'a pas forcément, notamment, exigé des contreparties des entreprises contre des aides qui étaient nécessaires pour, évidemment, pour survivre à ce moment-là, étant donné que tout le monde était confiné, mais que ça a été fait d'une manière plus que discutable sur vraiment des milliards et des milliards qui ont aussi notamment été donnés à des industries polluantes, à des industries dont on va devoir se passer pour les prochaines années parce qu'en fait la transition écologique va l'exiger. Enfin, que ces choix étaient vraiment... le livre est assez choquant honnêtement quand tu le lis, et puis elle est économiste, elle prend vraiment des données, c'est très précis. Et on a fait une vidéo à Blas où on l'a interviewée, où elle explique tout ça en détail, et on se dit bon, peut-être qu'il y avait quand même assez d'argent pour mettre dans l'éducation, la culture, l'hôpital, qui sont que des budgets qui ont été coupés depuis des années. Si on prend, c'est ce que je montre dans mon livre sur les budgets de l'éducation supérieure, par exemple, l'enseignement supérieur, on n'a pas forcément le budget global qui va baisser. En revanche, comme il y a plus d'étudiants, le budget par étudiant ne cesse de baisser. Donc les conditions d'enseignement continuent à se dégrader. On aurait besoin de manière urgente qu'il y ait des fonds qui soient donnés, c'est pas le cas. L'hôpital se meurt complètement. Enfin, c'est une catastrophe. Là, vraiment, c'est une catastrophe économique. Encore une fois, on a fait une émission entière dédiée à ça. Il n'y a pas du tout assez d'argent et c'est effectivement... En fait, on ne devrait pas avoir à choisir. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on nous a mis dans la tête qu'il fallait choisir et que les fonds publics étaient limités. Ceux qu'ils sont. En revanche, on parle quand même très très peu, en tout cas pas assez, à mon avis, par exemple, des alternatives. De la taxation, évidemment, des plus aisés, des transformations de modèles économiques qu'on peut avoir, notamment au niveau de l'industrie, au niveau des entreprises. Encore une fois, en prenant la question écologique en compte, parce qu'il va falloir la prendre en compte à un moment. Ouais. Bien évidemment, la question de l'évasion fiscale, qui est monumentale, qui représente 80 milliards d'euros par an, à peu près. Ce qui est, je veux dire, en termes de budget, c'est absolument phénoménal. Et dedans, tu mets les entreprises qui payent pas leurs impôts en France ou pas ? Non, ah bah oui. Ouais. Sûr. Okay. Oui, bien sûr. C'est sûr, Amazon à lui tout seul doit Alors moi je parle des entreprises françaises. Ah ouais, d'accord. Alors il faudrait revérifier ce chiffre des 80 milliards qu'on sort beaucoup. En tout cas, on sait qu'on a un très très gros souci quand même d'évasion ou d'optimisation. Mais en fait, fiscale. Ça, moi je sais pas si c'est de la naïveté, mais je me dis, c'est pas dans l'intérêt de l'État de laisser filer ces 80 milliards. Ça c'est l'immense question. Non mais c'est que ça doit pas être facile à récupérer, tu vois, c'est dans l'intérêt de tous de les récupérer, tu vois. C'est très complexe de les récupérer, ça sinon c'est quand même évidemment que c'est très très compliqué, que ça demande de mettre en place aussi peut-être des politiques au niveau européen. On a quand même un endroit où on peut faire de l'optimisation fiscale en Europe, plusieurs endroits d'ailleurs. On peut, donc il y a beaucoup de choses. Non, mais il y a beaucoup de choses à remettre en cause, mais il faut avoir le courage politique de le faire. Et clairement, aujourd'hui, on n'a pas des dirigeants qui ont eu le courage politique de le faire, et ça se fait au détriment de toutes et tous. Et de manière générale, moi, ce que je déplore, parce que ma spécialité, c'est quand même l'économie, et ce que je déplore, c'est le fait qu'on nous présente souvent le fait de devoir faire des économies sur un dispositif d'intérêt public, je pense à l'éducation, la culture, tout ce qui profite au plus grand nombre, comme étant une nécessité première et on n'aurait pas d'autres alternatives. C'est le fameux There is no alternative de Margaret Thatcher. Comme si c'était la seule solution, cette espèce de sobriété, pour le coup, imposée à c'est même, le mot est mal choisi, plutôt de l'austérité. De l'austérité, finalement, sur ces domaines-là, comme si c'était la seule solution. On peut prendre le domaine des retraites, puisque la réforme des retraites, ça a été le grand débat de ces derniers mois, où on nous disait, on va avoir un problème, on va pas avoir assez d'argent dans les caisses, donc il faut reculer l'âge de la retraite, c'est la seule solution. En réalité, les économistes proposent d'autres solutions, d'autres manières. En fait, il faut faire des choix collectifs. L'économie, ce n'est que ça. Ce n'est que de la politique. Ce ne sont que des choix qu'on fait sur comment on répartit les richesses et comment on produit des richesses. C'est vraiment ça. Et donc, la question des retraites, par exemple, au lieu de nous dire il n'y a que ça comme solution, on pourrait nous dire oui, il y a ça comme solution de effectivement repousser l'âge de la retraite. Mais il y a aussi le fait qu'on pourrait, par exemple, taxer ou prendre peut-être plus sur ceux qui ont des pensions déjà très élevées, qui sont nombreux aussi en France. On pourrait aussi se dire qu'on va taxer davantage les entreprises pour financer, il y avait notamment une cotisation sociale qui avait été enlevée par Macron lui-même pour payer ces retraites-là. En fait, il y a plein de choix. Et moi, mon rôle de journaliste, c'est pas de dire ça, c'est la solution, c'est de dire voilà les choix qui existent. Et voilà les choix que proposent les économistes qui sont pas d'accord entre eux. Parce qu'en plus, le principe, c'est qu'il y a une diversité d'opinions. Et souvent, moi, je déplore qu'on ait que une vision, et là, le cas de la Palme d'Or, il y a eu vraiment une levée de bouclier pour dire, mais si la culture est largement assez financée, de quoi elle se plaint, c'est extrêmement ingrat. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas à titre personnel, plutôt courageux de sa part, d'utiliser cette tribune, alors qu'elle n'avait que des coups à prendre. Franchement, elle n'avait que des coups à prendre avec ça. Sûr. Moi, je trouve ça. Et de se dire, je défends des valeurs qui me sont chères parce que j'ai cette position de pouvoir. Ouais. Et moi, ce que je déplore, c'est que souvent, les gens qui ont les clés en main parce qu'ils profitent aussi de ce système comme elle a, entre guillemets, bénéficié
de ce système. Elle pourrait se dire, bon, bah, je suis là, c'est bon, moi j'ai fait mon film, j'ai une palme d'or, je suis cool, je vais la prendre tranquille. Bah non, elle, au contraire, elle ferme pas la porte derrière elle et elle se dit, j'essaie de l'ouvrir encore plus grande pour que plein d'autres réalisateurs, réalisatrices puissent avoir accès à ces mêmes bénéfices, sachant qu'encore une fois, le modèle culturel français est quand même menacé par certains. Alors, il faudrait encore une fois, là j'ai pas les chiffres sous les yeux, donc c'est compliqué comme ça au dépourvu, mais il y a eu quand même, encore une fois, de nombreuses offensives dans les derniers plans de finances de chaque année, où on sait que la culture n'est pas la priorité du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ouais, non, mais c'est dur. Moi ce que c'est de me dire quelle est la priorité du peuple français, quoi. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'on n'a pas tous la même. Mais bon, comme on l'a dit déjà, occupez-vous de l'hôpital, ce sera pas mal. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Parce que pour savoir quelles sont nos priorités, il faut savoir quels sont nos choix. Et souvent, on a tendance à nous présenter, notamment dans les médias, qu'un seul choix. Si je le disais, c'est soit la dette, soit la coupe dans les budgets publics. En gros, c'est ça. Et les aides sociales, et la redistribution. Et c'est un peu les deux, c'est très binaire. Alors qu'en réalité, encore une fois, il y a une panoplie d'alternatives qui existent et sur lesquelles on doit être informé et avoir un débat démocratique. Et se dire, voilà tout ce qui existe. Effectivement, c'est un choix. Si on veut couper dans la culture et que collectivement on fait le choix de couper dans la culture parce que on estime que c'est la priorité, très bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens... Tu le fais par référendum, tu le fais par déjà, convention citoyenne, enfin, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Alors, effectivement, ça pose des questions démocratiques plus larges, mais déjà, ne serait-ce que connaître les programmes, si on reste dans le cadre du système démocratique tel qu'il existe, ne serait-ce que bien connaître les programmes des candidats et des candidates et savoir qu'ils le font alors qu'ils ont d'autres alternatives. Et souvent, c'est quand même un grand discours libéral de dire non, mais on fait ça parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et nous, on est le discours de la raison, du pragmatisme. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé par les partis conservateurs et libéraux, de dire là on le fait, c'est des choix durs, ça a été très utilisé, une rhétorique très macroniste de dire c'est des choix difficiles mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Bon, si, il y a des choix, c'est un choix que vous avez fait, il est parfaitement entendable, mais il faut être honnête sur le fait qu'il y a d'autres choix. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience du fait qu'il y a d'autres possibilités. C'est comme sur la crise écologique, on dit on n'a pas le choix, il faut continuer à détruire la planète, il faut continuer à consommer autant. Non, c'est une voie qu'on choisit parmi beaucoup d'autres. Bah là, c'est plutôt l'inverse, j'ai envie de dire. On n'a pas le choix, la planète se meurt. Oui. Mais pour une fois, tu vois, c'est... Mais non, mais on peut choisir de tous... on peut choisir de s'en foutre d'attendre la fin de la civilisation humaine. Hein, on peut choisir de vivre sur une planète qui va être inhabitable, en tout cas partiellement inhabitable selon les rapports du GIEC, mais il faut savoir que c'est un choix, qui n'est pas du tout une fatalité, et qu'on aurait pu totalement faire autrement. Si collectivement on décide que enfin à la limite ça se discute, mais je pense que les trois quarts des gens ne savent pas que c'est ça qu'ils sont en train de choisir démocratiquement. Je pense qu'ils savent mais qu'ils ne veulent pas le comprendre. Et que la plupart d'entre nous, on est dans une forme de déni, et tu le lis dans ton livre, qui en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est à la fois la crise écologique extrêmement rapide à l'échelle de l'humanité, mais de l'histoire de la planète, mais que c'est très long sur nous, l'échelle humaine. Ouais, carrément. Et donc enfin, tu vois, moi la première, et je sais que je suis pas du tout parfaite, et je fais de mon mieux. Je sais pas, en tout cas, je fais ce que j'ai envie de faire, et je pourrais faire beaucoup plus. Mais je pense qu'il y a une forme de... tu sais, c'est presque de l'égoïsme, en fait. Hein. C'est presque de la charge mentale que j'ai pas envie de m'infliger. De me dire, genre, je veux pas m'interdire de prendre l'avion à vie, alors que je sais que c'est ce que je devrais faire. Enfin, tu vois, c'est je pense, une question de... tant qu'on a le privilège de fermer les yeux, on le fait. Et ça n'empêche que... Enfin, tu vois, je m'habille en seconde main, etc. Enfin, donc voilà, je fais ce que je peux, mais en tout cas, j'ai conscience du fait que ça se trouve, dans 10 ans, je me mordrai les doigts en me disant, mais en fait, j'aurais dû faire beaucoup plus, tu vois. Après, là, tu soulignes le fait que c'est l'action individuelle et l'action collective, et que, effectivement, le fait de faire juste ces petits gestes, c'est fondamental, mais ça suffira probablement. Enfin, ça ne suffira pas. Et donc, parfois, c'est très vertigineux, cette question écologique, et là, on rentre dans des dimensions beaucoup plus larges. Je renvoie à un essai qui a été écrit par Camille Etienne, que tu avais reçu, qui s'appelle Pour un soulèvement écologique. C'est ce qui vient de sortir, là. Et absolument, où elle parle de cette impuissance. Et de ce sentiment où il y a beaucoup de gens qui n'agissent pas. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mon enquête sur la jeunesse, où il y a beaucoup de jeunes, la majeure partie des jeunes, qui sont inquiets par le dérèglement climatique. Ça suscite de l'angoisse, de l'anxiété. Il y a un jeune sur 2 à travers le monde qui est atteint d'éco-anxiété, selon l'étude de The Lancet. Donc c'est un vrai phénomène. Pour autant, ils n'ont pas forcément profondément transformé leur mode de vie ou complètement tout changé, parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien. Et que de toute façon, c'est foutu. Et c'est là où je trouve que c'est la puissance de l'idéologie néolibérale. J'emploie ces mots à dessein, ça peut paraître un peu parfois politique comme terme, mais c'est une réalité. C'est qu'on a beaucoup plus de capacité à envisager la fin du monde
parce que c'est en tout cas la fin d'un monde, du monde tel qu'on le connaît, plutôt que la fin du système productiviste dans lequel on vit avec nos modes de vie. C'est quand même fou de se dire que ça, c'est plus possible que ça advienne, que, donc c'est-à-dire, quand on parle de planète à +2, +3, +4 degrés, il faut savoir ce que ça implique. C'est des problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture, au transport, au logement, à la sécurité, à des choses extrêmement élémentaires. Tout ce qui fait qu'on est là autour de cette table, l'accès à l'énergie, l'accès aux matières premières, tout ça est menacé, et à très très court terme. On le sait, ça a été répété, mais on se dit qu'on préfère continuer parce que cette machine paraît complètement inarrêtable. Et moi, tout mon travail de journaliste, c'est d'essayer de donner la voix à ceux qui imaginent les alternatives. Et je trouve qu'on leur donne pas assez la voix, parce qu'ils sont nombreux et nombreuses. Il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques, il y a des experts, des économistes qui théorisent d'autres modèles, qui essaient de penser justement cette société autre. Et encore une fois, leur modèle existe, il y a des livres entiers là-dessus. Enfin, moi, c'est vraiment, je suis qu'une humble transmetteuse, je sais pas comment on dit ça, mais de porte-parole. Non, même pas porte-parole, j'essaie de leur donner, pour le coup, de leur donner la parole et de voir les alternatives qui existent et d'essayer de les donner à comprendre le plus clairement possible aux gens. Mais enfin, c'est une question. Mais je crois qu'on l'avait un peu abordé avec Camille. Mais comment on pourrait demain sortir du capitalisme ? Là, c'est une très très vaste question, mais la réponse simple à ça, c'est pas juste comme ça sortir du capitalisme, c'est revoir complètement notre organisation collective pour consommer moins, produire moins et consommer moins et mieux et produire moins et mieux avec des outils différents et avec des dépendances différentes, notamment la dépendance aux énergies fossiles, la dépendance à certains pays, et ça ne pourra pas passer par autre chose à un moment qu'une forme de sobriété. Quand je dis sobriété, c'est le moins, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas, c'est impossible, prendre l'avion tous 4 fois par an, c'est pas possible. Ça ne rentre pas dans les limites planétaires et c'est techniquement impossible. On ne pourra pas continuer à construire certaines habitations dans le sud de la France comme si de rien n'était, alors que le premier risque en France, c'est le risque inondation. Il y a des modèles à revoir et le problème, c'est que c'est complètement multifactoriel et les solutions sont multiples sur plein de pans de notre vie différents. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être de la géographie, de l'ingénierie, de l'économie, du social, tout ça va être très complexe et c'est pour ça qu'on peut pas juste laisser ça à une poignée de gens qui vont dire « Ok, c'est bon, c'est la feuille de route et maintenant, allez-y ». C'est qu'on a besoin de réinventer notre intelligence collective et c'est des mots un peu creux comme ça, mais il y a des choses très concrètes à faire comme par exemple la rénovation des bâtiments. En fait, il y a la rénovation thermique des bâtiments pour éviter ne serait-ce que peu d'énergie qu'on la perde comme ça pour aucune raison. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et qui sont immédiatement réalisable, applicable. Je pense encore une fois à tout le risque inondation qui a été expliqué par l'hydrologue Emma Aziza, qui est pas mal dans les médias et qui explique ça et qui montre comment on pourrait adapter les territoires et qui, encore une fois, il y a plein d'experts qui expliquent comment on va pouvoir faire face aux différentes questions. Sur la question de l'énergie, moi je suis pas du tout, par exemple, une experte, mais il y a beaucoup d'ingénieurs là et de scientifiques qui disent qu'il va falloir quand même changer le modèle d'approvisionnement en énergie, quoi. Ça va pas être possible de continuer comme ça. Et il faut, encourager les gens qui ont ces initiatives-là au lieu de leur taper dessus et de dire mais vous êtes fous, vous êtes des Khmer verts. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on n'a pas ce débat. C'est qu'on n'est même pas en train d'avoir le débat avec les limites. C'est-à-dire que le débat, pour moi, doit être basé sur les limites planétaires. C'est-à-dire, ok, on va pouvoir faire tant d'émissions de CO2, on va pouvoir faire tant, les objectifs, c'est 5 tonnes par habitant, 2 tonnes par habitant, comment on fait pour respecter ça, il va y avoir tant d'inondations à peu près, parle des inondations parce qu'on parlait de ça récemment en devenir, il va y avoir tant d'inondations à tels endroits, on va avoir tel problème notamment de redistribution de l'eau, on va avoir un problème de sécheresse, comment on fait pour s'organiser pour gérer ça, il faut prendre les problèmes un par un et débattre de quel choix on fait. À qui on donne de l'eau ? À qui est-ce qu'on donne en priorité aux hôpitaux ? Est-ce qu'on interdit les piscines ? Est-ce qu'on interdit les golfs ? Comment on répartit ça ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en train encore de débattre de s'il va y avoir un problème de l'eau. Et c'est là où on marche sur la tête vraiment sur les questions écologiques. Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire du côté des journalistes. C'est qu'il y a un moment, il faut recadrer le débat. On ne peut pas repousser. Et c'est ce que me disait un climatologue qui s'appelle Christophe Cassou, que j'ai interviewé pour le livre, qui est un co-auteur du GIEC, qui disait on ne peut pas repousser. Les limites, c'est pas un tableau Excel, le climat, où on peut rajouter des petites colonnes parce que ça nous arrange. C'est un fait scientifique, on doit faire avec. C'est pas une opinion. Et c'est pas une opinion. C'est après, ce qui est là où c'est une opinion, encore une fois, c'est quel choix on fait. En fait et là, moi, j'ai pas du tout de réponse. Ce que dit quand même le rapport du GIEC, c'est qu'on pourra pas avoir de transformation profonde sans justice sociale.
C'est écrit dans le rapport. Donc, on ne pourra pas faire accepter à la majeure partie de la population des transformations énormes s'il n'y a pas une certaine justice. D'où la question des jets privés qui fait beaucoup de bruit. On pourrait se dire que c'est un peu futile parce que ça ne représente pas tout les émissions de carbone. Mais en fait, si. Parce que vous allez avoir moins envie de changer vos habitudes si vous voyez qu'il y en a qui continuent comme si de rien n'était à émettre 400 fois plus que vous. Et ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup. Moi, en tout cas chez les jeunes qui disaient « Mais attends, pourquoi moi je vais arrêter d'acheter ça qui me fait plaisir. Pourquoi je vais arrêter de prendre l'avion » Et encore, il faut rappeler qu'un Français sur 3 ne prend pas l'avion. Enfin, c'est pas tout le monde. Mais pourquoi je vais arrêter de manger de la viande si l'agriculture, voilà, très autre gros sujet de transformation qu'on peut faire concrètement. C'est pourquoi moi j'arrêterai de changer ça si ça continue comme si de rien n'était pour certains. D'où l'importance de cette justice sociale-là et l'importance de s'y intéresser et de s'informer dessus. Et je te dis, moi je suis pas une experte de l'écologie, tout ça. Moi j'ai juste compris à peu près, je crois, ce que m'ont dit des scientifiques sur les limites planétaires, j'en apprends tous les jours. C'est un sujet qui est ultra complexe, qui concerne tellement de domaines différents de la société que c'est pas en fait, il n'y a pas de truc genre on sort du capitalisme et c'est bon, c'est juste on va faire des choix qui vont être difficiles pour essayer de faire avec les limites qu'on a pour le vivre ensemble le mieux possible. Parce que c'est ça le sujet. Le sujet final, l'objectif quand même final, je crois. T'es optimiste sur la politique dans les années à venir ? Ça, c'est le grand sujet. C'est difficile parce que de dire que je suis pessimiste, ça encourage à ne pas agir. Donc j'ai envie de dire que je suis optimiste, même si parfois la réalité politique me donne accès à certains moments de désespoir. Je dirais que là, c'est quand même pas hyper encourageant, en tout cas à l'échelle française. Je parle de la France parce que c'est ce que je connais le mieux. Clairement, quand on a un président de la République qui nous dit qu'on va mettre une pause sur les normes environnementales européennes, comme si on pouvait mettre en pause le réchauffement climatique, ou qui semble découvrir l'existence du réchauffement climatique, qui a dit qui aurait pu prévoir le réchauffement climatique. Ça peut sembler être des petites phrases, mais c'est très, très inquiétant dans la bouche d'un président, quand on voit que la plupart des mesures écologiques, c'est même pas qu'elles sont insuffisantes, c'est qu'elles sont, à ce stade, c'est quasiment insignifiant. C'est tellement en deçà de la nécessité de ce qu'il faudrait faire. Ça a été souligné par... la France a été condamnée plusieurs fois pour inaction climatique. Ça a été souligné par le Haut Conseil pour le climat, qui, je le rappelle, est l'instance qui a été créée par le gouvernement lui-même pour surveiller ces politiques, et le Conseil pour le climat nous dit que c'est complètement insuffisant. On a à peu près tous les voyants sont au rouge en fait aujourd'hui, et pourtant ils persistent dans cette politique-là, dans une politique économique aussi qui ne fait qu'augmenter les inégalités. Et ça, encore une fois, c'est pas mon opinion vague comme ça. On a plusieurs chiffres, plusieurs études qui nous montrent ça, notamment la concentration de patrimoine. On est toujours sur cette question-là, c'est-à-dire qu'on va souvent vous sortir les chiffres de salaire. On va vous dire, non, mais regardez, les salaires, les inégalités n'augmentent pas tant que ça, mais en fait, les inégalités qui sont les plus frappantes, c'est les inégalités de patrimoine. C'est aujourd'hui le fait qu'une petite partie de la population française possède autant que la moitié de la population française, et que ça s'accentue, et que ça se transmette. Et ça, c'est un problème. Encore une fois, plus on a d'inégalités sociales, moins ça va être facile de faire accepter ces changements dont on a besoin en termes de modèle économique. Donc moi, à titre personnel, je suis assez dépitée par la politique du gouvernement, par le paysage politique actuel. Bon là, après, on rentre sur de l'opinion personnelle, mais je pense pas du tout que l'extrême droite soit la solution à nos problèmes. Ouais. C'est pas ça qui me fait peur sur 2027, tu vois. Oui, mais en fait, on a un gouvernement qui n'a fait que encourager la montée de l'extrême droite depuis des années. Depuis, en tout cas, Emmanuel Macron, depuis qu'il est au pouvoir, en nommant un ministre comme Gérald Darmanin, en ayant Gérald Darmanin qui va qualifier la politique de Marine Le Pen de molle sur la question de la religion, je veux dire, on marche complètement sur la tête. Donc effectivement, ce paysage politique-là me donne parfois peu d'espoir. Je pense que c'est quand même, c'est assez complexe. En revanche, je crois que la population française, à un moment, peut exiger des hommes et des femmes politiques qui soient à la hauteur des enjeux. Et que c'est possible d'avoir une forme de... alors, Camille Etienne, elle parle de soulèvement écologique, mais c'est une forme de prise de conscience, en tout cas, d'exigence, peut-être de désobéissance civile, en tout cas de mouvements qui seraient peut-être pacifiques et qui permettrait d'exiger autre chose. Et ça, je constate qu'il y a quand même de plus en plus d'associations qui se créent, de collectifs, d'initiatives citoyennes, de gens qui soit décident de carrément vivre autrement. Et ça, je le documente dans le livre. Il y a aussi des jeunes qui décident de tout quitter et de plus participer à ce système et d'aller élever des chèvres dans le Larzac, ou de vivre en collectivité, ou d'inventer d'autres modes de vie qui soient plus respectueux de la nature, même s'ils le font dans leur coin. Moi, je trouve que c'est déjà intéressant. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une forme de résistance ?
à ce stade? Est-ce que c'est peut-être ça la solution? Je pense que de toute façon, il y a à réinventer de ce côté-là. Il y a des mouvements, on l'a vu là, notamment contre l'Assemblée Générale de Total Energy il y a quelques jours. Je ne sais pas quand ça sera diffusé ce podcast, mais là, c'était il y a quelques jours, où c'est des mouvements de désobéissance civile et des mouvements pacifiques. Des mouvements où c'est des personnes qui vont juste pacifiquement bloquer l'Assemblée Générale, mais qui vont à aucun moment user de la violence et qui vont essayer d'alerter. Il y a des mouvements sur l'écologie comme Dernière Rénovation, qui sont des personnes qui exigent justement l'isolation thermique des bâtiments dont je parlais, et qui décident de faire des coups d'éclat. Alors il y a ceux qui vont balancer de la tomate sur des tableaux, il y a ceux... Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui nous permet de dire que ça, c'est plus efficace ou moins efficace. En fait, on ne peut pas juger. Ce que je vois, c'est que quand même, il y a une volonté de faire bouger les choses. Il y a une volonté de faire bouger les lignes. Il y a beaucoup de personnes là sur les retraites qui ont manifesté. Il y a beaucoup de personnes, et peut-être même de plus en plus, qui manifestent sur les questions climatiques. Il y a des gens qui se bougent, il y a des gens qui prennent conscience de ce qui se passe et qui ont envie d'agir. Ils n'ont parfois pas les canaux pour agir, ou ils voient pas où est-ce qu'ils peuvent créer quelque chose, mais je pense qu'il y a quand même au fond cette intelligence collective. Enfin, moi je crois profondément que cette intelligence collective peut exister, et qu'à partir du moment où les gens sont informés, il y a moyen, ça donne les moyens. Alors c'est pas parce qu'on est informé qu'on agit tout de suite, hein, mais ça peut en tout cas être la base pour organiser quelque chose d'optimal collectivement, et je suis là optimiste, parce que je suis profondément convaincue que c'est possible, et que de toute façon c'est la seule voie. En fait, de toute façon on n'a pas le choix. Ouais, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre choix. Ouais, enfin, pour étudier l'écologie, l'économie toute la journée, il peut pas se passer autre chose. C'est ça, ou quand même un scénario assez sombre. Ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il y a une telle défiance vis-à-vis de la politique aujourd'hui, que même les personnes qui pourraient faire bouger les choses ne veulent pas aller en politique. Et franchement, moi, après le podcast avec Camille, je m'étais dit, mais j'espère que cette meuf sera présidente un jour. Et après, je me suis rapidement dit, mais en fait, non. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre? C'est très violent, la politique. Qu'est-ce qu'elle va aller foutre, en fait, un mandat de 5 ans où, en fait, elle va être détestée, elle pourra pas faire tout ce qu'elle voudra faire, vu que de toute façon, c'est jamais aussi simple qu'on pense que ça l'est, qu'elle sera peut-être pas suivie par le monde du privé, enfin... Et donc, en fait, je me dis, en fait, oui, ils montent tous des assos et c'est génial, mais en vérité, le pouvoir exécutif et législatif, il est encore aux mains de la politique et du gouvernement, quoi. Et donc, c'est un peu ça, moi, qui m'inquiète dans les années à venir. Mais d'ailleurs, petite transition, un sujet que je voulais aborder, peut-être plus léger, entre guillemets, mais si on fait le lien entre politique, pouvoir exécutif, même Camille et moi, école, tout ça, Sciences Po. J'ai vu, alors j'ai pas tout regardé, oui. Mais j'ai vu que t'avais fait une vidéo Sciences Po, l'école de la domination. Bon, c'est pas toi qui démonte Sciences Po, c'est ton invité. Non, ouais. Mais bon, j'imagine que tu l'as pas reçu par hasard. Et alors, tu vas peut-être me dire, mais en fait, moi, c'est aussi ça qui parfois m'énerve dans cette idée peut-être aussi de... on a l'impression que ce n'est jamais assez. Je sais pas exactement donc tous les arguments qu'il émet et pourquoi toi t'as voulu le recevoir. Donc peut-être déjà réponds à ça, et après je te dirai ce que je veux dire par rapport à cette limite au progressisme. Mais justement, moi, je constate, comme tout le monde, qu'il y a une crise démocratique, que les dirigeants politiques ne sont pas à la hauteur, mais alors pas du tout à la hauteur, et qu'il y a un dégoût de la politique qui s'installe évidemment chez les jeunes, mais qui n'est pas du tout que la parade de la jeunesse. Il y a de plus en plus de personnes plus âgées qui n'en peuvent plus, qui vont plus voter, ou qui vont vraiment faire des votes de contestation. On n'est plus du tout... De toute façon, la démocratie représentative est un compromis, mais là, on est au-delà. On est vraiment sur du vote par défaut, quoi. Non, puis l'abstention ne cesse d'augmenter, donc on a quand même un gros problème avec notre modèle démocratique tel qu'il existe. Encore une fois, je ne prétends pas apporter une solution parfaite. Je constate qu'il y a des limites, et j'essaie de comprendre les causes de ces limites. Et le point commun de quand même beaucoup de dirigeants, c'est quand même d'être passé par les fameuses grandes écoles, d'être passé par notamment Sciences Po Paris. Et il y a ce journaliste qui a fait ce travail d'enquête, surtout historique, sur comment Sciences Po reproduit une certaine idéologie et une certaine reproduction aussi des inégalités. Et en dépit des volontés qu'il documente et qu'il souligne. Hein. Donc je dis pas que j'adhère 100% à son propos, parce que je pense que c'est pas non plus ton cas. Quand tu reçois des gens, t'es pas d'accord avec tout le monde, c'est impossible, parce que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Tu recevrais pas des personnes qui ont des opinions aussi différentes. Mais je trouvais que c'était intéressant d'écouter cette enquête et d'expliquer pourquoi il y a autant de personnes qui passent par cette école et qui après en ressortent avec parfois une certaine uniformité, je sais pas, une uniformisation de pensée, et qui vont avoir un même logiciel en fait sur certains. Alors évidemment, il s'agit pas de faire des généralités, c'est pas ce qu'il fait dans son livre. Il ne dit pas tout le monde est pareil exactement, mais il y a des dynamiques. Je veux dire, il y a quand même un type de personnes
qui est à Sciences Po, qui n'est pas le même que dans certaines parties de la France. C'est quand même un certain profil de personnes. En fait, moi, c'est ça que je remettrais un peu en question, tu vois. En fait, c'est que ça me surprend qu'il s'en soit pris à l'école qui a plus de 30% de boursiers. Mais il en parle, il en parle dedans. On paye tous en fonction de ce qu'on peut payer, qui pour moi est le modèle que devraient appliquer toutes les grandes écoles, en fait. C'est ceux qui peuvent payer, payent pour les autres. Et il y en a plein qui payent 0. Et ouais, qui recrute dans tout le territoire français, qui a enlevé son concours pour être encore plus démocratique. Ouais, là, c'est très récent. Ouais, c'est sûr. Mais donc, ouais, moi, c'est parfois, je trouve qu'il y a un acharnement. C'est pas juste envers Sciences Po, mais tu vois, je trouve que là, est-ce qu'il s'est posé les bonnes questions ? Enfin, pour moi, c'est vraiment, pour le coup, l'école qui essaye le plus de rebattre les cartes de la reproduction sociale. Mais son livre a une approche très historique. Il part dès la création de l'école à la fin du 19e siècle. Donc déjà, à l'époque, oui, c'est clairement une école de l'élite. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas toutes les mesures qu'il y a aujourd'hui. Il documente aussi le rôle qu'a pu jouer l'école pendant différents événements historiques. Et donc là, on est dans les années 40, 50, 60, surtout comment là ça a pu être. Et là, clairement, c'était pas une école non plus qui était le chantre du progressisme. Et en tout cas, dans ce que ça a pu produire après. Sur la question aujourd'hui de l'accès à Sciences Po, oui, effectivement, il y a des progrès considérables qui ont été faits par rapport à l'époque où c'était pas ouvert à tous, où il fallait payer tous le même prix, évidemment. Mais c'est quand même pas accessible de la même manière, ne serait-ce qu'en termes de capital culturel. Et encore une fois, là, on revient, c'est pas que une question d'économie, c'est aussi une question de territoire, c'est aussi une question de... Tu vois, moi, j'aurais aimé être à Sciences Po. J'ai même pas tenté le concours. J'ai même pas essayé, parce que j'étais dans un tout petit village en Ardèche. Ça me paraissait même pas possible pour quelqu'un comme moi. Ça me paraissait un truc tellement loin et tellement pour les gens forts, riches. C'est ne serait-ce que dans la représentation que j'en avais. Et c'est aussi ces barrières-là, c'est aussi ces barrières culturelles qu'on peut avoir qui font que la diversité n'est peut-être pas aussi importante que ce que ça pourrait être et que ça peut-être devrait être en termes quand même de produire des élites, enfin en tout cas des personnes qui vont être à des postes de très haute responsabilité. Mais ce qu'il souligne quand même dans son livre, c'est que le progressisme a progressé pour le coup à Sciences Po. J'en témoigne, il est surreprésenté. Non mais il en parle justement, mais il dit que ça... Alors, il va falloir voir après dans les prochaines années, mais est-ce que les étudiants vont rester dans ces postures progressistes en termes de choix de carrière, en termes de ce qu'ils vont faire plus tard, ça reste à regarder. Mais après, je pense, pour moi, c'est pas un livre qui démonte Sciences Po. C'est un livre qui, quand même, pose la question des grandes écoles, de la reproduction des élites, et le fait de ce que cet entre-soi peut produire en termes d'exercice du pouvoir. Parce qu'il pose beaucoup la question du... En fait, c'est quand même intéressant quand t'es député, tu vas être avec d'autres députés qui sont souvent beaucoup passés par Sciences Po, et puis tu vas être interrogé par un journaliste qui en fait est lui aussi passé par Sciences Po, et tu vas quand même beaucoup et peut-être discuter avec des chefs d'entreprise qui sont eux aussi passés par Sciences Po. Et donc t'as quand même une espèce enfin, ce qui est un état de fait que beaucoup de personnes qui sont considérées comme les élites aujourd'hui sortent de Sciences Po. Et moi, j'ai pas du tout une position anti-Sciences Po, enfin, c'est juste que je trouvais que son livre était intéressant et était quand même documenté, notamment sur l'histoire de Sciences Po, et que ça mérite d'avoir une réflexion. Et j'ai des personnes qui m'ont écrit après la vidéo qui avaient elles-mêmes fait Sciences Po et qui m'ont dit oui, alors effectivement ça m'a intéressé et ça a ouvert un peu le débat, tu vois, et qui me disaient par contre sur ça je trouve qu'il y a une limite et que je trouve que c'est toujours sain de remettre en question les institutions. C'est sûr, mais en fait moi je me demande moi j'ai repris le titre de son livre, hein. Tu vois, quel est le rôle de Sciences Po dans le fait que aujourd'hui beaucoup de journalistes ou de députés sortent de l'école et du fait qu'ils soient peut-être du coup surreprésentés à l'Assemblée. Tu vois, est-ce que c'est à Sciences Po de changer ou est-ce que c'est à l'Assemblée d'aller en fait peut-être ratisser plus large, tu vois, je pense aussi, que c'est là aussi multifactoriel. Ouais. Mais on peut quand même se poser une question quand on voit le traitement médiatique qu'il y a eu d'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes, qui était vraiment, clairement pas du côté des Gilets jaunes, et qui pourtant allait à l'encontre de ce que pensaient beaucoup de gens à ce moment-là, une bonne partie de la population, il y a eu un traitement médiatique qui a été binaire par plein d'aspects. Est-ce qu'on peut pas réfléchir au fait que beaucoup de ces journalistes viennent du même milieu, de la même école pour certains, et qu'est-ce que ça... En fait, moi je m'interroge, je suis pas là, encore une fois, c'est pas mon rôle, moi je suis pas une femme politique, je suis pas là pour dire faut faire ça, mais je veux dire, quand même, où sont les causes et comment on fait, qu'est-ce que vous proposez, comment on fait pour que ça y ait plus de mixité peut-être sociale et in fine un traitement médiatique plus pluriel d'un épisode comme un mouvement social aussi important et qui a autant d'importance qu'un mouvement comme le mouvement des Gilets jaunes. Pour terminer sur le sujet de la méritocratie, je voulais aborder aussi le sujet de
du fait que pour toi, donc elles sont en perte de vitesse et qu'il y a l'argument que franchement que j'ai aussi opposé au début en lisant le début de ce chapitre-là, en fait pour moi non, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile de lancer une activité, voilà, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, qu'aujourd'hui. Et donc après tu opposes cet argument, tu te dis voilà, on pourrait opposer si ça, et puis en fait tu montres que au final Internet c'est aussi un Eldorado qui parfois on déchante assez rapidement. Mais je sais pas, moi j'ai tellement d'exemples autour de moi de gens qui aujourd'hui grâce au réseau, c'est pas que tout le monde peut y arriver, c'est juste que ça reste aujourd'hui un outil qui pour moi rebat vachement les cartes. C'est un outil, clairement moi c'est un outil que j'utilise, c'est un outil qui m'a permis d'avoir des succès professionnels, donc je crache pas du tout sur Internet, je pense effectivement que c'est très utile, mais ça a de très grosses limites. Et je pense que c'est une erreur de dire non mais c'est bon, maintenant avec Internet tout le monde peut réussir. Et ça se base aussi sur des inégalités, encore une fois, ne serait-ce que le temps qu'on a à consacrer à Internet. Quand on vient d'une famille très défavorisée, quand on cumule les emplois, quand on est livreur Deliveroo, c'est pas que c'est complètement impossible, mais c'est que c'est beaucoup plus difficile de consacrer du temps à Internet, oui. Alors que quand on a des parents qui peuvent vous permettre, ne serait-ce que de vivre dans un appartement confortable avec une chambre à soi et d'avoir du matériel dans lequel on peut investir et on peut faire des vidéos, parce que c'est beaucoup ça sur Internet, où on peut commencer à produire notre contenu, notre entreprise, c'est déjà pas la même chose en fait. Oui, mais moi mon sujet c'est pas de dire que aujourd'hui c'est possible pour tout le monde, mais c'est de dire que ça l'est, en fait c'est déjà possible, alors qu'il y a 20 ans ça l'était pas en fait. Il y a 20 ans, les personnes qui venaient de milieux très défavorisés, en fait ils avaient limite aucune voie de sortie. Aujourd'hui ça reste beaucoup plus difficile pour eux de réussir que pour n'importe qui d'autre, mais pour moi c'est plus possible déjà. Alors, tu vois, on pourrait en vrai discuter de si c'était plus méritocratique avant ou pas. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'en termes de qualité des emplois, la qualité des emplois des jeunes s'est dégradée considérablement. En 1982, il y avait 17% des emplois des jeunes qui étaient précaires, c'est-à-dire les fameux CDD, intérim, auto-entrepreneurs, ces statuts qui font que c'est compliqué d'accéder à un appartement. On n'a pas de CDI, donc la vie est quand même beaucoup plus difficile. Accéder à l'autonomie est plus compliqué. Ça crée une instabilité psychologique, une instabilité financière. On ne sait jamais exactement combien on va rentrer, si on va avoir un job dans 4 mois. Donc ça, c'est des emplois qui sont précaires. Il y en avait 17% en 1982. Aujourd'hui, il y en a 52% pour les jeunes. Donc, on peut dire que la méritocratie, on peut discuter, mais quand même, il y a eu une dégradation concrète des conditions d'emploi des jeunes. Ensuite, il y a eu une dégradation de l'accès au patrimoine des jeunes. Alors là, j'ai pas tout à fait les chiffres exacts en tête, donc je veux pas les donner pour pas dire d'erreur, mais on constate que les moins de 30 ans avaient accès à plus de patrimoine il y a 20 ou 30 ans qu'aujourd'hui, quand ils ont moins de 30 ans. Donc, il y a eu quand même une dégradation. Par exemple, investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, la majeure partie de l'immobilier en France est détenue par des plus âgés qui, en leur temps, ont pu investir dans un prix au mètre carré qui était bien inférieur à celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un couple même d'ouvriers, à l'époque, pouvait investir dans un petit bien immobilier, faire un prêt, et le truc a explosé en valeur. Aujourd'hui, pour un jeune qui arrive, qui n'a pas d'apport, donc pas d'héritage, on revient à la question de l'héritage, ou de don de la part de quelqu'un, c'est très compliqué. Si on n'a pas un job extrêmement bien payé ou un CDI tout de suite. Et comme on a moins de CDI, donc tout ça rend l'accès à des bonnes conditions d'existence quand même plus difficile qu'avant. En fait, c'est ça que j'ai avant tout voulu montrer dans le livre. Et ensuite, bien sûr, sur la question de est-ce qu'on peut réussir comme ça, il y a des modèles de réussite dont tu fais partie, tu vois, de gens qui arrivent et qui ont un succès énorme sur Internet et qui gagnent bien leur vie et qui réalisent un peu leurs rêves. Sur plein d'aspects, mais il y a aussi beaucoup qui travaillent beaucoup et qui n'y arriveront pas parce qu'ils n'auront pas, parce qu'aussi ils sont rattrapés parfois par des événements personnels, par le burn-out, par des problèmes matériels. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on galère trop et qu'on n'en peut plus et qu'on cumule avec un job à côté, ça a une limite, on peut pas faire ça toute sa vie. Donc il y a aussi cette réalité-là sur Internet que je trouve on ne souligne pas assez. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de réussir sur Internet. T'as plein de jeunes qui veulent devenir agriculteurs, qui veulent devenir, qui veulent faire d'autres métiers, de devenir, je sais rien, menuisier, qui veulent faire des trucs. Alors on peut toujours dire qu'ils pourront faire du numérique, mais c'est non, ils veulent utiliser leurs mains, quoi. Non, mais je pense à ça parce que je pense aux métiers manuels, parce que c'est ceux auxquels on pense en premier. Mais il y a plein d'autres professions où
même les jeunes qui veulent devenir chercheurs, par exemple. Il y a plein de professions où le numérique ne suffit pas à être cet ascenseur social. Et en plus, ce que je voulais montrer dans le livre, c'est que le numérique a ses limites et qu'on réussit beaucoup mieux sur Internet quand on a un capital de départ que quand on n'a pas de capital de départ. Quand on a du bon matériel, quand on a des bons contacts, quand on a des personnes qui peuvent peut-être vous introduire via le milieu des influenceurs, évidemment que ça fait la différence. Et donc, il ne faut pas oublier cette réalité sociale-là, sans pour autant omettre le fait qu'effectivement, certains sont partis pour le coup vraiment de rien, et ont réussi, et on en est ravis pour eux. Le problème, c'est que parfois, on a tendance à les ériger en exemple. Oui, et puis surtout comme en faire une règle, alors que c'est l'exception. Exactement. En fait, c'est juste ça le propos du livre. Je veux surtout pas dire aux jeunes, non, vous réussirez jamais sur Internet. C'est pas du tout ça. C'est de dire, attention, il y a quand même des tendances sociales profondes qui font que ça rend les chances de succès beaucoup plus limitées pour ceux qui sont issus de milieux défavorisés que ceux qui sont issus de milieux favorisés. Et on a aussi toute cette notion de, encore une fois, de capital social, qui est que tu as la légitimité pour te lancer sur Internet. Tu te sens que ta parole est assez importante pour te dire que tu vas la partager sur Internet. C'est pas le cas de plein de jeunes. Et ça tient aussi à la classe sociale. Ouais, alors ça joue, je suis totalement d'accord, mais pour avoir rencontré pas mal de gens issus de milieux différents, j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de nature et de personnalité. Ça joue aussi. Tu vois, il y a un truc... puis en fait, même si tu viens d'un milieu défavorisé, tu peux avoir des parents qui te donnent beaucoup plus confiance en toi que des parents issus de milieux aisés, tu vois. Enfin, ça, c'est... Il y a quand même une tendance où on va plus se lancer dans des choses quand on est issu de milieux favorisés. Bah oui, parce que je pense que tu as un coussin de sécurité financier. Mais je pense pas que ce soit lié forcément à la légitimité ou au sentiment de confiance. Enfin, je pense que c'est... Alors, je sais pas si c'est parce que moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je viens d'un milieu aisé. Mes parents m'ont pas du tout donné confiance en moi. Hein. Enfin, tu vois, c'est pas une règle non plus. Je pense que c'est peut-être l'écueil qu'on peut voir parce que il faut bien généraliser, tu vois, peut-être. Mais moi, limite de l'extérieur, j'avais l'impression que dans les foyers où il y avait pas grand-chose, c'était beaucoup plus difficile financièrement, mais du coup, c'était presque compensé par beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Ah non, ça pour moi, c'est un mythe bourgeois. Ah ouais. Ça pour moi, vraiment, c'est un mythe bourgeois. Donc c'est important, tu vois, d'en discuter. Moi, tu vois, c'était dans mon entourage. Pour moi, il y a pas de règle, mais clairement... Se dire que parce qu'on est plus pauvre, il y a plus d'amour, qui est quand même vraiment un truc qui est assez répandu. C'est même une image dans les films qu'on a vachement cette idée que du coup les pauvres seraient plus seraient plus gentils. Non, mais tu sais, j'entends même ça dans des podcasts, genre ils disent voilà, on n'avait pas beaucoup. Après il y en a. Mais du coup mes parents se battaient tellement pour nous donner l'impression qu'on manquait de rien, que j'ai jamais l'impression d'avoir manqué de rien. Enfin, je pense que quand même la classe sociale, et après là j'ai pas de chiffres. Moi je fais toujours la distinction entre quand j'ai des chiffres et quand j'ai pas des chiffres. Quand j'ai des trucs bien académiques, là c'est plus peut-être un ressenti, mais il me semble quand même que quand on vient d'un milieu défavorisé, on aura moins de facilité à se lancer dans des gros projets, à se sentir la légitimité, à notamment prendre la parole en public, à oui, vraiment entreprendre comme ça. Il faudrait regarder, j'ai presque envie de regarder maintenant, sur le nombre de personnes qui se lancent par exemple dans le monde de la start-up. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui viennent de milieux favorisés que de milieux défavorisés. Oui, c'est sûr. Et là, il y a aussi cette question évidemment de capital économique, mais aussi de capital culturel qui fait aussi, par exemple, que tu es entouré de gens qui, eux, se sont lancés, ont réussi, et donc tu as beaucoup plus de capacité à te projeter parce que tu as des exemples des rôles modèles autour de toi. Quand tu viens de vraiment de la classe ouvrière, te projeter, je prends mon exemple, comme je viens pas de la classe ouvrière, mais de se projeter comme journaliste, c'est peu évident parce que tu as moins de personnes autour de toi, donc peut-être que se lancer sur Internet, puisque c'était ça le sujet, et de se dire, ma parole vaut quelque chose, je vais vraiment la prendre... produire un contenu structuré, faire ça quand on vient d'une famille où personne n'a jamais fait ça, n'a même pas exercé de profession qui s'en rapproche, il n'y a pas d'amis de la famille qui font ça non plus, je crois que c'est plus difficile que quand on a baigné dans un milieu où on a eu quand même ces exemples-là. Et sur ce sujet justement de l'Internet, et pour essayer peut-être de sortir justement d'un certain milieu social, t'abordes l'exemple des personnes qui choisissent de se lancer sur Mime ou OnlyFans. Ouais. Et en fait, tu vois, je me suis dit, tiens, je vais en parler avec Salomé parce que... et tu vois, je sais que c'est bien d'avoir des chiffres et tout, mais là, je pense que c'est juste nos avis, et puis on a le droit de réfléchir dessus. Moi, je sais pas tellement où me positionner par rapport à ça, parce que d'un côté, mon moi féministe me dit, en fait, elle ou il fait ce qu'il ou elle veut de son corps, et qu'en fait, si aujourd'hui, c'est un moyen d'avoir une certaine indépendance financière, comme c'était le cas pour des prostituées, en fait, soit. Enfin, tu vois, moi, mon côté féministe me dit ça. Et d'un autre côté, il y a mon moi un peu rationnel qui me dit,
mais non, mais on peut pas vouloir faire ça volontairement, c'est forcément qu'elle en est réduite à ça, on devrait lutter pour qu'en fait ça n'arrive pas. Et donc tu vois, je suis super partagée, et à un moment j'étais en séminaire avec des entrepreneurs en septembre, et puis la fille me dit tu fais quoi dans la vie? Je me dis je suis créatrice de contenu, entrepreneur, et toi? Elle me dit moi je suis sur Mime. Et tu sais, j'ai dû prendre sur moi pour être là, genre Louise, ne la juge pas. Elle avait l'air très contente, très épanouie, elle gagnait beaucoup d'argent. Voilà, tu vois, et je me dis est-ce qu'on doit accepter que ce phénomène se multiplie? Alors moi, à titre personnel, évidemment que je ne juge pas des personnes qui gagnent de l'argent dans un système qui est violent économiquement, dans un système où il y a quand même 10 millions de pauvres en France, où on est en pleine période d'inflation. Enfin, on pourrait évidemment multiplier les raisons de vouloir gagner de l'argent. Je pense qu'il y en a de multiples. Donc à partir de là, à partir du moment où on vit dans un pays où il y a 300 000 SDF et où il y a une violence économique qui est aussi forte, même si bien sûr elle est moins forte que dans d'autres pays, c'est pas la question, mais elle est quand même existante. Je ne juge pas les gens qui essaient de gagner de l'argent, en fait. C'est un état de fait. Donc évidemment, il y en a qui trouvent des moyens différents. Après, ça renvoie à un éternel débat autour du... Est-ce qu'on peut vraiment choisir de vendre son corps en tant que femme? Je n'apporterai pas de réponse aujourd'hui puisque j'ai pas assez creusé la question. Mais clairement, moi, je souligne les violences économiques qui permettent... En fait, ce que je souhaite, évidemment, c'est qu'aucune femme ne soit contrainte, ne se sente contrainte de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire juste pour gagner de l'argent. Et à titre personnel, moi, c'est une question qui s'est posée à mon époque, et pourtant, il n'y avait pas OnlyFans c'est à cette époque-là. Mais à un moment, on m'a proposé, dans un moment où j'étais dans une période de précarité étudiante, de faire des photos dénudées. Je ne l'ai pas fait, mais je me suis posé la question. Et je me suis sérieusement posé la question, et je n'avais pas du tout envie de le faire. Si j'avais fait à cette époque, ça aurait été uniquement pour l'argent, parce que c'était quand même plus facile que de faire... et encore, je dis précarité étudiante, j'étais pas en train de mourir de faim. Hein. Mais juste, les fins de mois étaient difficiles. Je me disais, c'est de l'argent facile. Punaise, en 2 heures, je compense je sais pas combien d'heures de service. Ouais. Pourquoi pas? Et je l'ai pas fait, et je le regarde pas aujourd'hui parce que je serais pas très tranquille si elle qui circulait. Mais je peux comprendre en tout cas que des femmes se posent la question. Est-ce qu'elles le font toutes pour et uniquement l'argent? Je sais pas, en fait, je connais pas encore une fois cette thématique-là. Mais ça pose toujours la question. Si on veut... En fait, on peut pas avoir ce débat pour moi tant qu'il y a des femmes qui ont peur de pas avoir assez à manger, ou qui ont peur de pas arriver à payer leur loyer, ou qui sont vraiment dans des situations de précarité. Parce qu'en fait, quand on est dans ces situations-là... Là, on pourra voir si c'est vraiment un choix contraint ou pas, quoi. On en discute. Encore une fois, je suis pas spécialement forte sur ce sujet. J'ai pas d'expertise à apporter là-dessus. Mais en tout cas, je peux juste, moi, parler de mon expérience personnelle. C'est la seule chose que je peux te... C'est déjà pas mal. Voilà, de te dire. Et donc, évidemment, que je jugerais pas... C'est trop facile, quoi, de juger des femmes quand nous, on est dans le confort de nos apparts parisiens, et de dire... elles se vendent, bon, bah ouais. Elles font ce qu'elles peuvent, ouais. Il y a beaucoup de femmes qui font ce qu'elles peuvent, en fait, je pense, dans ce monde. Il y a une citation d'Orelsan que tu cites, un extrait d'une de ses chansons. Et il y a une phrase qui m'a interpellée, c'est « il faut qu'on apprenne à désapprendre ». Ah bah oui, clairement. Comment tu apprends à désapprendre? Eh ben, faut regarder Blast. Faut lire mon livre. Non, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais je pense que c'est une question d'imaginaire. Aujourd'hui, je reviens à la question écologique, qui est très liée à la question économique dont je parlais. Je sais que c'est marrant parce que quand je dis le mot néolibéral, tout de suite, ça fait un truc... les gens ont l'impression que c'est un propos hyper politique. Et en fait, c'est vraiment ça le souci quand même. Tu peux peut-être le définir au cas où il y a des personnes qui peut-être... ça ne leur parle pas, ce terme, néolibéralisme. Pour moi, le néolibéralisme, c'est ce que j'en ai compris, c'est quand vraiment l'État se met au service des marchés. Enfin, se met vraiment au service je pense qu'on peut dire des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir un État qui est présent, en réalité, mais qui donne beaucoup d'argent à la régulation, je pense, je sais pas moi, à rattraper la crise économique qu'on a pu avoir en 2008, à rattraper les banques, à soutenir les entreprises, et qui est moins dans le public. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Et qui est moins sur la correction des inégalités, même si il y a encore, évidemment, ce système qui perdure. Mais globalement, aujourd'hui... la politique actuelle, c'est de plus aller vers un encouragement de l'entrepreneuriat que vers une correction des inégalités. Et un sauvetage du système social tel qu'il existe, encore une fois, d'éducation, de santé, de tout ce qui a fait aussi la puissance
de notre pays et surtout l'amélioration du niveau de vie qu'on a eu en fait au siècle dernier, donc qui était, je crois en tout cas, un bon choix. Donc aujourd'hui on a ces politiques-là qui sont menées et qu'on nous présente comme étant justement comme correctrices d'inégalités, au contraire, alors que ça ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut changer de logiciel et surtout ça détruit la planète. En fait, c'est surtout ça le problème. Ça ne va de toute façon pas continuer à fonctionner. C'est qu'on peut pas continuer à être dans un modèle où on produit toujours plus pour consommer toujours plus. C'est des maths, ça fonctionne pas. On peut se répéter autant qu'on veut, croissance verte. Non, mais si, on peut continuer comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Donc à partir de là, il faut désapprendre cette idée que le bonheur, c'est de gagner plus d'argent pour posséder plus de choses, pour faire toujours plus d'activités qui seraient polluantes, et que ce serait ça qui amènerait au bonheur. C'est ça, en fait, moi, que pour ça que cette phrase m'a aussi parlé. Et donc, je pense qu'il faut aussi sortir, encore une fois, de cette idée qu'il y aurait un modèle économique, qui serait ce fameux modèle qui est de toujours mener ses politiques publiques de cette manière, et de cette répartition de l'argent de cette manière, et avoir un peu une ouverture des choix sur d'autres économistes. Je pense à par exemple le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, qui récemment a dit par exemple qu'il fallait taxer les riches à 70%. Et ça, quand on dit ça, tout de suite, c'est ultra politique, c'est une horreur. Mais la réforme des retraites, c'est tout aussi politique, et c'est tout aussi critiquable, je pense. Donc c'est une question de revoir nos choix et d'avoir conscience de comment est réparti l'argent. Et je pense qu'on a un apprentissage, en tout cas, à faire sur les répartitions de l'argent. Je conseille vraiment ce livre d'Anne-Laure Delatte, Rebâtir l'action publique, parce que, l'état de droit dans le mur, rebâtir l'action publique, parce qu'elle parle justement de qui paye des impôts. Qui aujourd'hui paye le plus d'impôts ? Est-ce que c'est les entreprises ou est-ce que c'est les ménages ? Elle pose vraiment les questions comme ça, et moi j'ai appris plein de trucs et je me suis rendu compte que ça allait complètement à l'encontre des idées reçues que je pouvais avoir. Parce que dans son livre, ce qu'elle dit, c'est que les ménages finalement payent plus d'impôts, en gros, en tout cas ont eu plus d'augmentation d'impôts ces dernières années que les entreprises. Il y a plein de chiffres qui sont donnés et qui permettent de revoir encore une fois ces imaginaires qu'on peut avoir, et donc d'appréhender les solutions pour l'avenir. Et pour ça, ça demande vraiment, encore une fois, de s'extraire de cette idée, de cette logique très individualiste aussi. Parce que c'est un peu l'individu au détriment du tout, en fait. En fait, ça ne fonctionnera pas. La logique individualiste, ce n'est pas possible. On doit s'organiser. On a des denrées limitées, on a des ressources limitées. Il va falloir les répartir. Il va falloir s'organiser collectivement. Et parfois, et c'est un peu la conclusion du livre aussi, je spoil, mais on a tendance à penser que si on veut protéger, je suis parent, grand-parent, je veux protéger mes enfants. Je connais pas de parents, de grands-parents qui vous disent moi je m'en fous, mais je veux bien condamner ma descendance. Personne ne dit ça. Au contraire, l'héritage d'ailleurs c'est si important parce qu'on a envie de protéger sa descendance. On a envie de les prémunir contre les défis à venir. On a envie de leur donner le plus d'outils possible pour avancer dans la vie. Et souvent, on a tendance à penser que ça passe par l'action individuelle, que c'est par l'héritage, que c'est par le patrimoine financier, par le patrimoine culturel. C'est s'assurer que ses enfants font des bonnes études, que c'est ça qui va protéger ses enfants. Et aujourd'hui, ça ne fonctionne plus avec l'urgence climatique. La solution sera collective ou ne sera pas, clairement. Donc, soit on trouve un moyen d'agir collectivement pour mieux s'organiser, et il y a, je l'ai dit, 12 000 solutions qui existent, soit on est en train de compromettre gravement l'avenir des générations futures. Et ça, il y a un problème, il y a un déficit d'information là-dessus. On continue à penser qu'il y a uniquement cette logique individualiste. Bien sûr que c'est important de donner de l'amour, du patrimoine, ce que vous voulez à vos enfants, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Quand bien même vous allez donner beaucoup d'argent à vos enfants, les écosystèmes seront détruits, l'air sera irrespirable, il y aura plus d'eau, plus autant d'eau, il va quand même y avoir des problèmes. Donc évidemment que les plus favorisés sont ceux qui vont pâtir le moins de la crise climatique, en tout cas pas en premier, mais ils vont quand même en subir les conséquences au bout d'un moment. Et c'est là où je pense qu'il y a il faut désapprendre ce modèle qu'on nous a, qui est quand même très 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 ancré. Et en fait, c'est juste une question de s'ouvrir aussi à de nouvelles possibilités qu'on n'arrive même pas à concevoir. Et aujourd'hui, quand on parle par exemple d'organisation collective, de répartition des richesses, tout de suite on va nous dire « Oh là, mais vous êtes des militants de gauche extrémistes ». Non mais en fait, il y a des prix Nobel d'économie qui disent ça. Donc c'est quand même pas complètement fou, je crois. C'est quand même, on peut au moins considérer cette parole-là, quoi. J'ai quelques petites dernières questions pour toi, Salomé. Et ça fait un moment, est-ce que les gens écoutent jusque-là là Bien sûr, il y a tous les vrais qui nous écoutent encore, et en plus, ça, c'est les questions pépites très concrètes. De la fin. Comment est-ce que tu progresses ? Alors, j'écoute beaucoup mes proches.
Et j'ai des amis, notamment très précieux, qui me critiquent. Et je pense que c'est très important. Je n'ai pas des amis qui me disent « Oh là là, tu es génial ». Ils m'encouragent, bien sûr, mais j'ai des amis qui vraiment se permettent la critique, et j'espère qu'ils se la permettront longtemps et toujours, de me dire quand je merde, en fait. De me dire vraiment quand je fais des trucs qui n'étaient pas très bien, que ce soit humainement ou professionnellement, ou quand j'ai des limites comme tout humain. Et le fait qu'on puisse me le dire et que j'essaye de le prendre en compte, je pense que ça me permet de progresser. Là, je pense plus sur le plan humain, où je fais vraiment très attention à ça, à vraiment me remettre en question. Sur le plan professionnel, c'est là aussi l'intégration de critiques, soit de mes pairs, soit d'experts. Je pense sur les questions climatiques notamment, je suis du tout arrivée. J'apprends encore une fois tous les jours. J'ai déjà utilisé des formules. Une fois, j'ai utilisé la formule de « il nous reste 3 ans », qui était une formule qui avait été utilisée par l'AFP suite à la publication du dernier rapport du GIEC, et en fait qui a une mauvaise interprétation. Et par exemple, c'est quelque chose que j'ai dit, je crois que je l'ai écrit, et quelqu'un est venu me dire « Attention, c'est pas une bonne formulation », et j'ai dit « Ah ok », et puis je l'ai plus jamais dit. Et au contraire, maintenant, j'explique même que c'est pas une bonne formulation, que c'est pas ce que voulait dire le GIEC. Enfin, j'essaie vraiment d'intégrer toutes les modifications. Sur la question, le livre, par exemple, j'ai beaucoup fait relire. Ce livre a été relu, très relu, par des économistes, des sociologues, des climatologues, des personnes qui sont vraiment spécialistes des chapitres que j'ai traités, pour me permettre de pas seulement me reposer sur moi, ce que j'ai compris des statistiques, mais d'avoir vraiment un avis aussi universitaire qui me permette de m'améliorer aussi, et d'améliorer le texte, en l'occurrence, sur ces sujets-là. Donc je m'appuie pas mal sur le travail universitaire. Et ensuite, y a les commentaires sur Internet. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et c'est ce que j'adore avec Internet, qu'on n'a pas à la télé. C'est qu'on a un vrai retour sur notre travail, et notamment, alors il y a évidemment des haters et des gens horribles, mais t'as aussi des gens qui te font des vrais commentaires constructifs, et qui parfois permettent de repérer des erreurs, parce que je fais des erreurs parfois, et de les corriger, et de mettre même un erratum, attention, là c'était pas assez précis, ou c'était le mauvais chiffre, ça arrive, et ça permet de pas reproduire derrière la même erreur, donc ça c'est cool. Donc globalement, ce qui permet de progresser, c'est avant tout la critique constructive. Ouais. Et la remise en question, du coup, j'ai l'impression. Après, je pense que remise en question permanente. Quand on pense qu'on est à tout, c'est tout. C'est pour ça que peut-être que je me rends pas compte quelle impression les gens auront de l'interview, ou peut-être que je mets trop de précautions ou pas assez, je sais jamais, mais de toute façon, si j'essaie quelque chose, n'essaye pas de te soucier de ce que les gens vont penser. Non, mais je veux dire, parce que parfois on m'a dit tu t'excuses trop, ou alors j'ai essayé de moins le faire, du coup je sais pas si je le fais encore, mais de dire par exemple, là quand je sais pas, je te disais je sais pas. Ouais. Je vais pas m'exprimer de manière sur Sciences Po, sur machin, je n'ai pas étudié assez le sujet, je vais pas être catégorique là-dessus. Et même quand je suis, entre guillemets, catégorique, notamment sur le fait, par exemple, sur le réchauffement climatique, le fait qu'il faut changer de modèle économique, si on me prouve le contraire, je serais ravie de changer de discours et de donner la parole à des gens. Moi, j'essaie toujours d'avoir cette espèce de juste milieu, en ce qui me paraît être le plus d'utilité publique, parce que c'est ce qui m'anime en tant que journaliste, et le plus proche d'une certaine vérité dans l'accès auquel j'en ai, parce que c'est très vaste la vérité, mais ce qui me semble être le plus juste, les économistes par exemple, quand il y a un certain nombre d'économistes qui commencent à dire un truc, je m'interroge, quand il y a un consensus scientifique, je m'appuie là-dessus, mais je suis en constante remise en question, et parfois même dans certaines vidéos, je fais une vidéo qui va critiquer la première vidéo que j'avais faite. Je crois c'est bien d'admettre, d'accepter d'avoir tort. Mais je pense que ça, c'est simple, sinon on dit plus rien en fait. Et surtout, je pense que c'est ce qui a été un gros problème avec le journalisme. Qu'on ait eu des journalistes qui ne reconnaissaient pas leurs erreurs et qui pensaient qu'on était la parole évangéliste, objective. Et en fait, on est humain, on fait du mieux qu'on peut, on respecte la déontologie, la méthodologie, en tout cas, la plupart, on essaie. Et parfois, on fait des erreurs. C'est impossible de pas faire d'erreur. En fait, en tout cas, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais fait d'erreur, mais je pense que c'est bien sûr que parfois on interprète mal des chiffres, qu'on s'appuie sur un témoignage qui peut-être n'était pas un bon témoignage. J'en sais rien. On peut faire des erreurs. Je pense que le plus important pour garder la confiance, c'est de le reconnaître et d'expliquer pourquoi, et de pas le refaire, bien sûr, quand on peut ne pas le refaire. Mais d'accepter ça, je sais que c'est un discours qui est pas très commun chez les journalistes encore. Il y en a, mais de dire, parfois on se trompe. Et parfois, on se trompe gravement. Et il y a eu parfois des faillites journalistiques collectives sur certains sujets. Et de te dire, là, on n'a pas bien traité le sujet. Et pourquoi ? Et essayer de remettre ça en question, même si, encore une fois, il n'y a pas de journalisme parfait. Et c'est pour ça que c'est super important de s'informer via plusieurs médias. Moi, j'aurais envie de vous dire, bien sûr, lisez mon livre, suivez des blasts, et c'est bon. Non, en fait, bien sûr, il faut continuer à avoir des médias qui ont peut-être un traitement différent de l'information, en essayant de
Pour moi, l'important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Vraiment. C'est cette capacité à aussi montrer la méthodologie qu'on a pu avoir, ce que je fais dans le livre d'ailleurs, de dire bah là, tel témoignage, l'extrême droite, je l'ai pas eu en live. Et c'est pas comme les autres témoignages. Et voilà pourquoi j'ai recueilli ce témoignage comme ça. Et comment ça s'est passé. Je pense que ça permet une certaine transparence et aux gens de se faire leur opinion. Et c'est pour ça que c'est ma conception du journalisme, pas de dire moi je suis neutre, je suis la voix. Non, moi je vous parle depuis là où je vous parle. C'est pour ça que je parle parfois de mon enfance ou des sujets qui me sont chers. J'ai cette sensibilité, par exemple au féminisme, par exemple aux questions écologiques. Et j'essaie d'être la plus intègre possible. Mais je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Parfois, je peux me laisser berner. En fait, on peut se laisser aussi berner en tant que journaliste. Ça ne m'est pas arrivé pour l'instant à grosse échelle, mais peut-être que ça arrivera. Accepter l'imperfection, je pense que c'est vraiment un travail qu'on doit tous et toutes faire. Non, puis je pense vraiment que ça permet plus de confiance. Je pense que, en tout cas, moi, je le vois dans les messages que je reçois et tout, de gens qui disent, OK, limite, j'ai déjà reconnu des erreurs en public. Et genre, vraiment, on fait pas le malin, tu vois. Quand franchement, ça fout les boules. Hein. T'as fait une erreur, tu sais que c'est public, c'est ton visage et tout. Faut le reconnaître. Personne n'a envie de faire ça. C'est très désagréable. Et donc, j'y vais un peu à reculons en disant, bon là, j'ai fait une erreur et tout ça. Et en fait, la plupart du temps, les réactions sont positives. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y aura toujours des haters, mais globalement, les gens apprécient qu'on reconnaisse une erreur et qu'on la corrige. Et je pense qu'on doit démocratiser ce type. Je sais pas, toi, j'imagine que tu peux. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de regretter des prises de parole ou des. Parfois, ça se trouve, j'ai dit un truc dans ce podcast. Franchement, peut-être j'ai fait une erreur dans ce que je t'ai dit. En plus, j'ai aucune note. Et peut-être que je vais regretter et que je vais dire après, bon, bah non, c'était pas le bon truc. Et moi, j'ai essayé de faire le plus prudemment possible, mais là, j'ai eu une énorme journée. Ouais, non, mais ouais. Je suis épuisée. Peut-être que j'ai fait une erreur et c'est pas grave, parce qu'en fait, sinon, on ne dit plus rien. Et puis surtout que, ça dépend, j'imagine, de la posture que t'as selon le média dans lequel tu prends la parole. Mais tu vois, ici, je demande plus l'avis des gens, en fait. Et bon, donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tu vois, alors... je pense que c'est ça aussi qui non, mais on peut évoluer, même ça, on peut évoluer. Ça se trouve, dans 3 ans, tu diras autre chose. Enfin, tu vois, en effet, c'est se laisser le droit d'évoluer aussi. Et c'est aussi un énième cliché associé à la jeunesse, quoi. Le côté, oh, mais de toute façon, ils changeront d'avis. Oui. Bon, bah, peut-être que oui, peut-être qu'on a idéaliste, peut-être qu'on a utopiste. Ben, tant pis, en fait. Au moins, on dit ce qu'on pense. J'ai 3 dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais recommander aux personnes qui nous écoutent un livre qui t'a particulièrement marqué, bon, tu nous as parlé de l'état droit dans le mur, mais est-ce qu'il y en aurait un autre? Ça peut être un essai, ça peut être un roman, ça peut être autre chose, mais juste un truc qui t'a touché, que t'aimerais recommander. Moi, il y a eu un essai fondateur dans ma vie, mais c'est très personnel. Je sais pas si ça a beaucoup parlé aux gens. C'est Beauté fatale de Mona Chollet. Ah ouais, il est là. Qui siège dans ma bibliothèque. Ouais. Il est exceptionnel. Avec Victor Saillon. Bah ouais, c'est vraiment... Parce que je l'ai lu jeune. Donc c'est un essai qui vraiment me remet en question les normes de beauté féminine. Je l'ai lu très jeune. Et c'était un moment... peut-être 18, un truc comme ça. Enfin, je sais plus, mais post-lycée quand même, mais vraiment quand même jeune. Et à un moment où moi, j'étais aux prises avec plein de normes sociales, justement, qui étaient imposées aux femmes et avec plein de complexes qu'on se crée quand à cause de tout ce dont tu parles beaucoup ici et très bien. Et moi, ça m'a permis de vraiment prendre de la distance avec ça et d'être beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Et en fait, in fine, ça m'a permis aussi d'avoir plus de temps pour ma carrière professionnelle, plus de temps pour moi, et de pas passer trop de temps à me prendre la tête sur les questions de physique. Et en tout cas, je trouve que c'est un essai, mais même quand on se prend pas la tête sur les questions de physique, des trucs vraiment intéressants à déconstruire. Pourquoi on a ces réflexes-là auxquels quasiment aucune femme n'échappe, quoi. C'est un truc quand même de fou. C'est pas une question de physique, quoi. On est toutes aux prises avec ces normes-là. Et moi, j'ai trouvé cet essai absolument brillant, très pédagogique. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'avait beaucoup parlé à l'époque. Et puis, en fait, il vieillit pas. Enfin, tu vois, moi, je l'ai lu il y a 3 ans. Il m'a grave ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Enfin, pour moi, il est intemporel. Malheureusement, les femmes étant victimes d'injonctions depuis la nuit des temps... j'approuve. Écoute, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Clairement, Alexandria Ocasio-Cortez, députée américaine, démocrate, qui est peut-être, tu me dis, je crois pas, moi j'ai pas aujourd'hui de figure politique en France qui me fasse rêver du tout. J'ai pas
D'ailleurs, je suis pas du tout proche de personnalité politique ou quoi que ce soit. Elle a quelque chose qui me fascine, que je la trouve très intéressante. Je dis pas du tout qu'elle est irréprochable ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'elle apporte un souffle nouveau à la politique américaine et qu'elle mérite d'être entendue, en tout cas son point de vue là-dessus, et puis sur son usage justement des réseaux sociaux. Elle, pour le coup, elle est vraiment partie de rien. Justement, on parlait de méritocratie. Elle est vraiment issue d'une famille du Bronx, sa mère est femme de ménage, elle a eu une vie pas forcément évidente. Elle était serveuse, elle a fait quand même des études, mais elle a été serveuse après la crise pour justement subvenir à ses besoins. Et c'est un génie de la politique, quoi. Elle a été repérée, elle a mené une première campagne incroyable, elle a été élue députée, et c'est une des plus jeunes députées aux États-Unis, qui porte vraiment des idées très progressistes, qui prend en compte l'écologie beaucoup et qui est, je trouve, très inspirante dans ses discours et en tout cas qui donne une forme d'espoir sur ce que peut être la politique dans un système comme le système américain qui est quand même très compliqué. Ouais, talk about néolibéralisme. Ouais, c'est ça. Et donc je la trouve très, très intéressante. Ok. Et écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie ? Je vais t'apporter une réponse très très bateau, mais c'est arriver à trouver des moyens d'être heureux et d'être épanoui en respectant les autres. Je dirais que c'est ça. Tu dirais que tu arrives à appliquer cette définition ? Oh là là, c'est personnel. Oui, je dirais que globalement quand même, oui, mais bon, comme tout le monde, c'est pas toujours tout rose, quoi. C'est dur d'avoir tous les curseurs au vert en même temps. C'est ça, quoi. J'ai pas tous les curseurs au vert, clairement, mais je dirais que je progresse, justement. C'est le principal. Je progresse là-dessus. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Salomé. Merci à toi. C'était grave intéressant. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, donc on les redirige bien sûr vers ton livre Sois jeune et tais-toi aux éditions Payot, c'est ça ? Absolument. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu veux qu'on les redirige ? Sur mon compte Instagram, ouais. Salomé Saké. Super. @Salomé Saké, SAQE. J'avoue, c'est d'un classique. Écoute, au moins tu la shotgun, c'est très bien. On sait jamais qu'une autre Salomé Saké voulait le prendre au même moment. Non, mais merci à tous celles et ceux qui sont restés jusque-là. Je suis très impressionnée s'il y a des gens qui ont écouté ça aussi longtemps. Et si c'est le cas, envoyez un petit message à Salomé. C'est ça. Pour lui dire, soit si vous avez pas aimé, vous lui dites juste j'ai écouté. Quelle horreur. Et si vous avez aimé, vous lui dites pourquoi, et ça fait toujours plaisir. Parfois les gens n'osent pas, mais en fait on se rend pas compte. En vrai, moi je dis toujours, c'est pas les likes qui font plaisir, même si ça fait plaisir aussi, mais vraiment c'est les messages, tu vois, le message. Carrément. De pourquoi ça vous fait aimez le podcast, très pourquoi plaisir. vous aimez ses vidéos ou son livre. Voilà. Écoute, trop cool. Merci encore Salomé. Merci de m'avoir reçu. J'espère à très vite.